ProContinuum vous présente une conférence sur l'insulinothérapie. OK, alors bonsoir tout le monde. D'habitude, je donne des conférences pendant que le monde mange, mais là, vous avez fini de manger, alors j'espère que vous n'endormirez pas. Ne pas trop manger. Alors, c'est ça, on parle d'insulinothérapie ce soir, puis on va compléter avec les techniques de gestion. Donc, tout ce que vous devez savoir à propos de l'insuline, si j'ai manqué des bouts, ben, vous ne vous gênez pas. Vous posez des questions au fur et à mesure. Oups, mon Dieu, ça a été vite. Mais tout ça pour dire que je travaille avec toute bonne compagnie qui ose s'occuper du diabète. Et puis ce soir, en fait, pour ce qui est de mes objectifs à moi, essayer de démystifier l'insuline en parlant des 3 types d'insuline, des 3 schémas d'insuline, de mettre comme de raison toutes les informations en application dans la pratique clinique de tous les jours. Et puis on va finir par un petit cas clinique que justement Catherine va nous dire quoi faire avec le petit monsieur. Et c'est le temps ou jamais de poser vos questions à 2 femmes, supposément expertes en diabète. Donc, en fait, on part avec le consensus du diabète. Donc, le dernier consensus du diabète, hein, ça sort une fois aux 5 ans. Donc, quand ça sort, ça fait beaucoup. Il y a des changements, comme de raison en 5 ans, le monde du diabète change beaucoup. Donc, la dernière évolution dans tout ça, c'est qu'on a mis des buts qui étaient un petit peu malléables. Donc, ça persiste qu'on veut avoir des buts d'hémoglobine codulée en bas de 7 chez la majorité de nos patients. Donc, autant type 1 que type 2. Juste une petite parenthèse, ce soir, c'est sûr qu'on parle d'insulinothérapie pour type 2, on s'entend. Mais par contre, avec les études qu'on a eues, en fait, on a quand même des preuves que d'aller plus bas, que 6,5, ben, ça peut être bénéfique aussi pour les reins et les yeux. Mais, à être en bas de 6,5, ça peut être dangereux dans le contexte de l'hypoglycémie. Donc, on dit que oui, vous devriez pouvoir ou devoir aller plus bas que ça, mais en autant que vous n'êtes pas dangereux du point de vue d'hypoglycémie. Ensuite de ça, ben, aussi, ce qui est un petit peu plus nouveau, parce que 6,5 existait déjà dans le consensus antérieur, ce qui est vraiment la nouveauté, c'est qu'on nous dit on est correct de laisser les gens un petit peu plus haut, donc ils nous ont dit jusqu'à 8,5. Entre vous et moi, tout le monde faisait ça parce que la loi du gros bon sens. Hein, quand on a un patient très âgé, on sait très bien qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre, puis que là, c'est beaucoup plus l'hypo qui nous inquiète que l'hyper, etc. à long terme. Donc, les espérances de vie limitées. Quelqu'un qui est cardiaque et qui fait de l'angine aux 5 secondes, on sait très bien que l'hypoglycémie peut provoquer l'angine, donc on se méfie. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affections concomitantes ou qui a aussi, en fait, une dépendance fonctionnelle élevée. Si vous faites des hypos, il faut que vous êtes capable de vous lever puis d'aller chercher du sucre à ce moment-là. Si vous n'êtes pas capable, n'essayez pas d'avoir un contrôle parfait, ça peut être dangereux. Si vous avez déjà fait des hypoglycémies graves, donc l'hypoglycémie grave, ça, la définition, c'est d'avoir besoin d'une autre personne pour s'en sortir. Donc, encore une fois, si vous avez déjà fait une hypoglycémie grave, vous êtes plus à risque d'en faire une autre. Donc, on a un petit peu plus peur pour vous. Et finalement, le dernier paragraphe, c'est dans la fameuse c'est une étude cardiovasculaire, l'étude ACCORD. Vous avez probablement entendu parler parce que ça a fait un petit peu, comment je pourrais dire, les journaux, alors qu'on a arrêté le bras diabète contrôle intensif parce qu'il y avait eu un excès de mortalité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On essayait d'avoir un super de bon contrôle, puis on regardait différentes choses, dont les problèmes cardiovasculaires. Ça a été arrêté, puis après ça, on a regardé où exactement il y avait un excès de mortalité. Et c'était en fait dans un groupe où on n'avait pas nécessairement un meilleur contrôle. Au contraire, c'était des gens mal contrôlés, auxquels on avait sorti tous nos armes. Donc, on avait des 4 injections par jour. On avait tous les classes de médicaments on board, si on peut dire ça comme ça. Et là, on essayait de continuer de taper sur le clou. Et c'est ces gens-là qui ont eu un excès de mortalité. C'est sûr qu'on n'a jamais pu prouver le pourquoi de la chose, mais c'est sûr que l'hypothèse la plus plausible, vous imaginez quelqu'un qui a des très hautes doses d'insuline, qui est très résistant, vous avez toutes les pilules dans le tableau, et puis un jour ou l'autre, il passe tous ses après-midi assis dans son fauteuil, puis là, il décide d'aller magasiner, faire un petit peu plus d'exercice. La résistance à l'insuline tombe tout d'un coup, vous faites un hypo, bon, etc. Alors, on n'a pas pu prouver ça parce que la plupart des décès, en fait, ont été à domicile. Donc, quand votre patient est retrouvé mort à domicile, c'est difficile de faire une glycémie, un peu tard. Fait que, ils n'ont pas pu le prouver comme tel, mais dans la tête de tout le monde, c'est ça qui se passe. Donc, si vous avez ce genre de patient-là devant vous, ben ça nous dit qu'on devrait peut-être se calmer un petit peu et pas trop taper sur le clou parce que ça peut être dangereux. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait partie de cette partie-là du tableau, là, tout simplement. Donc, quand il faut amorcer de l'insuline chez nos patients atteints de diabète de type 2, ben, notre consensus, en fait,
Vous savez très bien, idéalement, bon, c'est sûr, changer les habitudes de vie au moment du diagnostic. Puis je pense qu'on nous recommande quand même assez fortement de commencer la metformine très rapidement. On a toutes sortes de données qu'on a le bénéfice de le faire. On va avoir des échecs au traitement moins rapides si on le fait rapidement, si on introduit rapidement la metformine, etc. Et si jamais on veut laisser la chance au courant, parce que les patients, des fois, qui sont très contre pilules, etc., qui veulent vraiment essayer avec les habitudes de vie, avoir un meilleur contrôle, bien, on a raccourci le temps auquel on veut leur laisser s'essayer, si on peut dire ça comme ça, à 2 ou 3 mois. Donc, on devrait rapidement commencer la metformine. Donc, on peut se permettre de faire ça quand on est en bas de 8,5, donc soit d'essayer les habitudes de vie pour 1 mois, 2 ou 3 mois. Mais encore là, notre premier choix, c'est vraiment le glucophage. Si vous êtes en haut de 8,5, la recommandation, en fait, c'est de commencer avec 2 agents. Alors, ce chiffre-là a changé du dernier consensus au celui de 2013. C'était 9% avant. Mais encore une fois, je pense qu'on a tout plein de preuves qu'on a avantage d'avoir un bon contrôle du diabète, particulièrement au début de l'évolution du diabète, quand justement on peut mettre des médicaments qui n'ont pas de risque d'hypoglycémie. Et on se met quelque chose en héritage, si vous voulez, donc pour plus tard diminuer nos problèmes cardiovasculaires. Alors, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec les études UKPDS. On prend les gens au départ avec un bon contrôle. Pour plus tard, on diminue les complications. Pour immédiatement, on a trouvé aussi les microvasculaires. Les macrovasculaires, on voit que ça prend un petit peu plus de temps. Donc, si on est en haut de 8,5, si on veut atteindre le but plus rapidement, comme on sait qu'à peu près chaque pilule va nous apporter pas loin de 1% d'hémoglobine glycosylée de moins, bien, on a besoin de 2 pilules pour se rendre à notre but à ce moment-là. Et bien sûr, ça reste toujours le cas si vous êtes avec une hyperglycémie majeure, avec particulièrement une décompensation métabolique, bien, vous utilisez l'insuline à ce moment-là pour vous en sortir plus rapidement. Après ça, si vous n'avez pas atteint votre glycémie cible, en fait, votre hémoglobine glycosylée cible, bien là, tout le monde, après le glucophage, est sur le même piédestal, donc y compris toutes les classes de médicaments, y compris bien sûr l'insuline aussi. Il s'agit de trouver le bon traitement au bon patient. C'est ça que, si vous voulez, les conférences aux médecins de famille, tout ça, c'est de bien connaître toutes leurs classes de médicaments, leur insuline, etc., pour essayer de pairer, si vous voulez, donc les caractéristiques de leurs patients avec les caractéristiques de médicaments quelconques pour savoir c'est quoi le meilleur agent donc à additionner avec le glucophage. Comme vous le savez, hein, le diabète, c'est une maladie progressive. Alors après un deuxième agent, un troisième agent, etc., et on rajoute. Donc, ça, c'est le tableau du consensus canadien de 2013. Vous savez que depuis 2013, il y a une nouvelle classe qui s'est rajoutée à ça, c'est les inhibiteurs de SGLT2, qui sont tout nouveaux. Il y en a déjà 2 sur le marché. Il y en a un troisième qui attend à la porte, qui cogne présentement. Donc, on va voir arriver bientôt. Mais comme de raison, il ne faisait pas partie là, de l'arsenal quand le consensus est sorti. Donc, on ne l'a pas ici dans le tableau comme tel. Mais on a toutes les classes, y compris l'insuline. Puis, on voit les diminutions d'hémoglobine glycosylée qu'on peut avoir avec ces différentes classes-là, avec les caractéristiques au niveau de l'hypo, du poids, les considérations particulières. Puis, ce qui est nouveau dans le 2013, c'est qu'on nous a mis une notion de coût, donc pour nous sensibiliser là, au coût de tous ces médicaments-là, tout simplement. Alors, comment choisir le type d'insuline et le schéma d'insulinothérapie? Donc, un petit peu la règle de 3, qu'est-ce qui existe? Donc, il existe, comme on disait, 3 classes. Donc, les insulines prandiales qui vont couvrir votre repas. Les insulines de base qui, en fait, elles sont plus pour la nuit. Donc, pour diminuer votre néoglucogénèse, pour diminuer votre production hépatique de glucose, pour que vous vous leviez avec un sucre qui est normal le matin, comme de raison pourquoi vous avez une glycémie qui est normale le matin. Vous ne mangez pas toute la nuit pourtant, c'est bien sûr le sucre que vous avez emmagasiné durant le jour du point de vue hépatique qui est remis en circulation et qui vous garde une glycémie qui est normale. Et chez les diabétiques, il y a une résistance à l'action d'insuline. Donc, l'insuline ne fait pas assez bien son travail pour bloquer cette sortie de sucre-là. Et c'est pour ça, souvent, qu'on a des glycémies élevées chez les patients. Puis vous allez sûrement avoir un patient qui va dire « Mais moi, je ne comprends pas, ma glycémie est plus haute un matin qu'hier soir, puis je n'ai pas mangé entre les deux. » C'est ça. C'est que la résistance à l'insuline, l'insuline n'a pas fait sa job, elle n'a pas bloqué la sortie hépatique de glucose, puis ça s'est élevé trop à ce moment-là. Donc, une bonne façon de régler ça, c'est bien sûr une insuline de base, c'est son rôle. Et les prémélangés aussi, parce qu'on a bien sûr les deux effets en même temps. Donc, si on parle d'insuline prandiale, régulière Toronto, celle qui vaut Immunaire ou Novolin Toronto, on n'utilise plus vraiment ça en insuline prandiale. On s'entend que si on veut couvrir un repas, c'est des insulines qui sont beaucoup trop lentes à ce moment-là. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que les analogues de courte action existent. Donc, on va les utiliser dans
en fait, à l'hôpital, en IV ou quoi que ce soit, ou dans des situations bien particulières, si jamais vous avez un patient qui a un gavage à la maison ou des choses comme ça, mais on s'entend que pour couvrir un repas, non, c'est vraiment pas les bonnes insulines. Donc, il faut nos analogues d'insuline qui agissent beaucoup plus rapidement, qui vont imiter plus la sécrétion physiologique d'insuline que vous êtes supposé d'avoir avec chacun de vos repas. Et vous avez trois, donc, pour les trois compagnies d'insuline qui sont sur le marché, leurs trois analogues de courte action, donc la Sparte, la glycine et la Lispro, avec les noms commerciaux Novorapid, Apidra et Humalog. Dans les insulines basales, ben, comme de raison, on est avec notre insuline NPH que notre gouvernement aime bien parce que ça coûte moins cher, mais on s'entend encore là, donc c'est l'équivalent de l'Humulin N ou la Novolin NPH, on s'entend encore là que c'est pas une insuline de base idéale. On veut une base assez basse, là, assez plat, si on veut dire ça comme ça. Et c'est pas une insuline qui est plate, donc il y a un pic d'action qui fait des fois plus ou moins notre affaire. Puis en plus, généralement, ça n'a pas nécessairement le 24 heures d'action qu'on voudrait avoir. Donc, il y a des analogues qui existent pour ça, mais malheureusement, ces analogues-là ne sont pas sur le formulaire général, c'est des médicaments d'exception. Alors, vous les connaissez, la glargine et la détémir, donc la Lantus et la lévémir pour les non-commerciaux. Puis les insulines prémélangées, ici, elles paraissent juste à 30-70, mais je crois qu'il y a encore de disponibles la 20-80 et la 50-50, que je sache. Non? Oui, non, non, oui. C'est vous autres qui vendez. Ils sont très peu prescrits, là. Je pense que oui, ils sont encore disponibles. À 50-50, on l'utilise des fois le test, ça, je suis sûre. La 20-80, je suis un petit peu moins sûre. Non? Ça ne se dit plus? 40-60? Alors, ils ont fait disparaître la 20-80. Ceci dit, vous voyez que ce n'est pas des insulines qui sont vraiment souvent utilisées. Puis quand on les utilise, ben, c'est plus la 30-70 qu'on utilise à ce moment-là. Et encore une fois, vous pouvez avoir un bénéfice supplémentaire si vous êtes avec ces insulines-là, c'est-à-dire d'avoir au moins la partie rapide de votre prémélange qui est ultra rapide, donc pour au moins bénéficier d'un repas qui va être bien couvert là, au moment que vous la donnez. Donc, ce sont les humalogues Mix 25 ou Mix 50, puis la Novomix 30. Donc, on va reparler de tout ça tantôt. C'est encore le tableau des insulines, mais qui complète avec ce qu'on vient de dire avec les délais d'action, c'est-à-dire au moment où l'insuline commence à faire son effet, les pics d'action et les durées d'action. Alors, quand on parle des ultra-rapides et des analogues de courte action, ben, on les met tous ensemble parce que cliniquement, ils sont interchangeables, si on peut dire ça comme ça, là, les pics d'action, les délais, etc., ça se ressemble. Pour ce qui est des courtes actions, ben, comme vous voyez, là, ça prend beaucoup de temps avant de commencer l'effet. Le pic d'action est beaucoup trop tard pour couvrir un repas et la durée d'action beaucoup trop longue. Alors, c'était le bon vieux temps des collations. Parce que l'insuline durait trop longtemps, il fallait prendre des collations entre les repas. Les gens étaient contents d'être diabétiques, il fallait qu'ils prennent des collations. Mais maintenant, avec des insulines ultra rapides, hein, ça a fini leur action plus vite, on n'a plus besoin de compléter avec des collations. Et les insulines intermédiaires, encore là, un certain délai au moment de l'action. Le pic d'action, vous voyez que c'est très large, on leur rend 5 et 8, même je pense que c'est 5 et 12, là, en ce sens qu'on ne sait pas trop où ce qui va arriver le pic. Donc, d'une fois à l'autre, quand vous donnez la même nombre d'insuline à quelqu'un avec la NPH, c'est très, très variable, l'absorption. Alors, protamine zinc, ça vaut ce que ça vaut. C'était extraordinaire pour le temps, pour faire en sorte d'avoir une insuline plus longue. On s'entend que la technologie a peut-être changé, qu'on a beaucoup mieux. Donc, on a les analogues de longue action, comme on disait tantôt, avec aussi un certain délai d'action, mais qui n'a pas vraiment de pic d'action. On n'en veut pas, c'est une insuline de base, on ne veut pas de pic d'action, on ne veut pas couvrir un repas ou quoi que ce soit. Et une durée d'action aussi plus longue, donc pour bien couvrir notre 24 heures. Et les insulines prémélangées, encore une fois, ben, c'est de la rapide avec la NPH, donc les bonnes vieilles insulines ensemble, ou on peut aller avec les analogues dans la partie ultra rapide, comme on disait tantôt. Donc, les courbes, pour les voir, l'insuline régulière humaine, alors vous voyez, là, ça dure beaucoup trop longtemps. Alors ça ressemble plus à la sécrétion qu'on fait au moment du repas. Ensuite, la NPH avec un pic d'action qu'on n'a pas réellement besoin et pas vraiment une durée 24 heures. C'est sûr que si les doses sont plus hautes, vous allez réussir à couvrir votre 24 heures si votre patient est insuffisant rénal aussi, vu que les reins ont extrait l'insuline, votre durée d'action va être plus longue, c'est sûr. Vous avez votre détémir ici et vous avez votre Lantus. Vous voyez que la lévémir est un petit peu moins longue, alors encore là, c'est une question de dose. Alors, ce qu'on dit selon les études, c'est qu'en bas de 0,4 unités kilo, en effet, elle a peut-être de la misère à faire vraiment son 24 heures, mais au-delà de ça, donc chez les types 2, avec les doses qu'on utilise habituellement chez les types 2, la lévémir va réussir à faire son 24 heures, alors que la gargine, avec des plus petites doses, ben, on a une meilleure couverture de notre fameux 24 heures comme tel. Ça va avoir plus d'importance, en fait, chez nos types 1.
Et si on regarde les courbes de nos prémélangés, ben, c'est sûr, c'est une association des deux, là, de la rapide puis la NPH en même temps. Alors, puis si vous avez vos ultra rapides dans vos prémélanges, ben, vous avez au moins le premier pic qui est plus rapide. Donc, quand vous le donnez avant un repas, vous avez au moins une meilleure couverture de ce repas-là comme tel. Donc, ça, c'est les courbes. Mais l'idée de l'insuline, en fait, c'est d'imiter la physiologie normale. Alors, c'est pour ça que les analogues d'insuline existent. C'est pour nous donner des outils pour imiter la physiologie normale. Donc, c'est ce que vous avez ici, la physiologie normale. C'est qu'on sécrète toujours de l'insuline, qu'on appelle l'insuline de base, nous, quand on en donne, et que des pics, bien sûr, de sécrétion d'insuline au moment des repas. Donc, si on veut imiter ça, il faudra avoir des insulines qui piquent rapidement, mais qui descendent aussi rapidement. Donc, en fait, même si les ultra rapides sont mieux que les rapides, c'est pas tout à fait parfait. Quand on va dans les congrès d'endocrino, ils sont en train d'essayer d'en avoir des encore plus rapides. Donc, peut-être un jour, on va avoir quelque chose d'encore plus rapide. Et comme de raison, une insuline de base, encore là, c'est tant bien que mal. Donc, on essaie de faire un espèce de base pour imiter ce besoin basal d'insuline. Alors, les trois schémas ensuite qu'on va parler, alors, c'est-à-dire soit y aller avec une insuline basale, soit y aller avec une insuline basale plus des ultra rapides, donc ce qu'on appelle basal plus ou basal bolus, et la troisième avec les insulines prémélangées. Donc, on commence avec l'insuline basale. Généralement, les gens vont y aller avec plusieurs médicaments comme tel avant d'aller à l'insuline. Les gens veulent toujours écouter, quand on parle d'insuline, d'injection, tout ça, les gens veulent toujours repousser ça le plus loin possible. Donc, la plupart des médecins vont utiliser les différentes classes de médicaments avant, puis là, c'est lorsqu'il va y avoir un échec où on va vouloir commencer l'insuline. La première étape qu'on fait, parce qu'on a plein d'études qui nous prouvent qu'on va chercher une amélioration de l'hémoglobine glycosylée de cette façon-là, de façon sécuritaire, ben c'est d'ajouter une insuline basale à ce moment-là. Donc ici, c'est pour ça que c'est marqué « Continuer tous les médicaments oraux », parce que en fait, ce que vous venez de régler, c'est ce qu'on a parlé tantôt, c'est-à-dire la job de l'insuline basale, c'est-à-dire de diminuer votre production hépatique durant la nuit, etc. Et le but de tout ça, c'est d'avoir une glycémie qui est normale le matin, mais vous n'avez rien qui vous occupe de votre journée, donc il faut que les pilules restent là. Votre glucophage, bien sûr, pour rendre votre insuline plus efficace, et aussi vos insulinosécréteurs pour couvrir vos repas à ce moment-là. Donc, généralement, quand on commence une insuline de base, on laisse les pilules en place et on rajoute ça pour venir nous donner un coup de pouce par-dessus le restant. Quand nos patients sont avec le bon gouvernement, on est obligé de passer par la NPH pour que ça soit couvert. Sinon, si vous avez une assurance privée, vous pouvez déjà passer à l'étape suivante, c'est-à-dire une étape qui est moins dangereuse pour faire des hypoglycémies. Donc, aller avec des analogues de longue action, soit la Lantus, soit la Lévénique. Puis on va regarder les avantages, les inconvénients, tout ça. Donc, ce qu'on vient de faire de cette façon-là, on vient juste de mettre une insuline basale. C'est ce que je vous disais tantôt. Les pics, on les a pas couverts. Donc, il faut laisser nos médicaments pour couvrir ces pics-là, finalement. Donc, quand on fait ça, en fait, on ajuste ça selon la glycémie du matin. Donc, les différentes recettes, vous en avez sûrement déjà vu passer. Une recette que tous les médecins généralistes retiennent très bien parce qu'il n'y a pas de calcul à faire, c'est commencer à 10 unités à tout le monde. Si on considère 10 unités à tout le monde, c'est très, moi je pourrais dire sécuritaire. Là, chez les type 2, 10 unités, c'est pas grand-chose. Mais l'erreur qu'il peut y avoir, c'est de prescrire 10 unités à quelqu'un puis dire « reviens me voir dans 6 mois ». OK? Donc, prescrire de l'insuline, c'est pas prescrire une dose d'insuline, mais c'est de la titrer. C'est ça la job de prescrire l'insuline. C'est de l'augmenter par la suite. Donc, toutes les doses de départ, ça vaut ce que ça vaut, c'est juste pour être sécuritaire pour le débuter. Puis ce qui est le plus important, c'est l'ajustement par la suite. Donc, vous avez d'autres recettes qui existent. Donc, le 10 unités. Vous avez le 0,1 unité kilo, ça c'est pour ceux qui sont bien peureux. Puis vous avez le 0,2 unité kilo qui est encore super sécuritaire. Quand on regarde les études où des gens étaient sous pilule, qu'on rajoute des insulines, au bout du compte, la moyenne des besoins, c'est 0,4 unité kilo. Donc vous êtes à 50% des besoins moyens des gens. 0,2 unité kilo, c'est encore très sécuritaire, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis encore là, que vous commencez n'importe quoi là-dedans, ce qui va être important, c'est d'augmenter les doses pour avoir votre but de glycémie capillaire le matin. Le but de la glycémie capillaire du matin, il faut qu'elle soit connue du patient. Donc, dépendamment du patient, etc., si vous voulez un contrôle serré, si vous avez peur pour différentes raisons, ça peut être différemment. Si vous regardez le consensus canadien, ils vous disent en bas de 7. Donc, ils vous demandent d'être en bas de 7 le matin. Si vous regardez différentes études qui ont été faites avec le début d'insuline de basale, souvent, particulièrement quand c'est des insulines, des analogues, donc un petit peu moins de risque d'hypoglycémie, on peut même vous demander d'être en bas de 5,5 le matin. Parce que le risque d'hypoglycémie est moins là. Puis plus votre demande de glycémie capillaire du matin basse elle est, plus votre chance d'obtenir votre hémoglobine glycosylée cible, vous allez avoir.
Et donc, de ne pas avoir à continuer là-dedans, de rajouter des ultra rapides, etc. Fait que si on peut aller un petit peu plus bas le matin, on essaie de le faire. Et de quelle façon vous le faites? Bien, sauf la recette qui vous plaît, là, hein? Quand vous faites votre gâteau, quoi que ce soit, des fois, vous mettez comme vous voulez. Donc, ce qui est très, très, très populaire, ça peut être une unité par jour, donc tant qu'on n'est pas rendu au but, ou on peut attendre 2-3 jours puis monter un peu plus rapidement, 2 unités, etc. Des fois, on attend plus longtemps quand on est rendu presque au but pour se faire une meilleure idée, on doit s'augmenter, on ne doit pas augmenter. Mais ceci dit, encore une fois, ce qui est important, c'est de le faire. OK? Parce que des fois, quand vous laissez le patient faire ça tout seul, il faut le rencourager des fois. Donc, c'est pour ça que l'infirmière est si importante. L'encouragement. Donc, les avantages et les inconvénients d'une insuline de base. Ben, en fait, le gros avantage, c'est que c'est juste une fois par jour. C'est relativement facile de vendre ça aux patients. Et c'est un traitement, comme je vous dis, là, on arrive à baisser l'hémoglobine glycée quand on rajoute une insuline de base. Si on regarde à travers toutes les sortes d'insulinothérapie qu'on pourrait débuter, c'est la façon d'avoir le moins d'hypoglycémie avec juste une insuline de base, particulièrement, encore une fois, si on a les analogues de longue action. Et c'est aussi dans toutes les insulinothérapies la façon de faire prendre moins de poids à votre patient. Donc, améliorer votre contrôle sans prendre trop de poids. Mais bien sûr, comme vous avez bien vu dans mon graphique, il n'y a aucun contrôle prandial de cette insuline, donc elle ne peut pas toute seule faire la job. Et encore une fois, on se répète, donc aller avec un analogue d'insuline, particulièrement quand il y a beaucoup d'hypo. Donc, on va avoir un contrôle aussi efficace en ayant un faible risque d'hypo. Donc, envisager d'y aller avec soit la lévémir, soit la Lantus. Et en fait, c'est accepté comme médicament d'exception parce que justement, on a des preuves que ça diminue les hypoglycémies et particulièrement nocturne à ce moment-là. Mais notre bon gouvernement nous a mis ça comme médicament d'exception parce qu'on a raison, il y a une différence de coût entre les deux. Et on a une feuille à remplir. On n'a jamais eu nos codes pour les insulines parce que pour le gouvernement, il faut montrer qu'on est des très, très, très bons étudiants. Il ne faut pas avoir plus que 5% d'erreurs dans notre examen. OK? Alors, l'examen, c'est qu'il faut connaître les critères de médicaments d'exception puis ne pas se tromper plus que 5%. Et malheureusement, la feuille qui est disponible sur le site de la RAMQ est celle-ci. Et en fait, la seule chose que vous pouvez cocher et être dans les critères d'exception est la première ligne. Si vous osez cocher là ou là, c'est pas que c'est refusé, ça va peut-être être accepté, mais comme patient d'exception. Et la RAMQ, eux, considèrent que vous n'avez pas compris les critères d'exception, donc on ne vous donne pas le code. Vous comprenez pas. Fait que pour ça, on n'a toujours pas de code pour les analogues de longue action, à mon grand désespoir, comme vous le voyez. Donc, il faut remplir la feuille. Donc, il faut vraiment faire comprendre aux gens que les deux seules raisons, c'est soit une hypoglycémie grave, puis ça, avant de cocher ça, moi, je me suis toujours demandé, y a-t-il un lien entre la SAC et ça? Parce que vous savez que si vous cochez ça à la SAC, les gens perdent leur permis tout de suite. Hein? L'hypoglycémie grave, vous perdez votre permis, faut pendant 6 mois de temps, vous dites que vous surveillez ça de près, vous n'avez pas de hypo grave, etc. Donc, ça a beaucoup de conséquences. Fait que, en fait, c'est surtout celui-là qu'on utilise, survenu fréquent d'épisodes d'hypoglycémie. Puis, comme vous voyez, il n'y a aucune définition. Donc, on ne vous dit pas hypoglycémie documentée. On ne vous dit pas non plus c'est quoi fréquent. Moi, je suis un patient de 80 ans qui fait une hypo, je trouve ça trop fréquent. Puis, s'il dort mal, puis il y a des sueurs la nuit, ben, il fait peut-être des hypos qui ne sentent pas. Fait en fait, tout ce qu'on a à cocher, c'est ça ici. Tout simplement. Mais ceci dit, il y en a qui partent d'insuline prémélangée, qui veulent avoir une Lantus ou une lévémir. Ben là, ils viennent de causer un patient. Ils vont peut-être faire accepter pareil, mais ça va passer dans 5% de Donc, il faut faire attention. Si vous avez des messages à passer, là, s'il vous plaît, remplissez-les comme il faut. J'aimerais ça un jour avant de mourir, avoir un code pour les insulines de longue action. Oui, il faut faire attention parce que si vous recevez un code. Oui. Après ça, on peut se faire vérifier. Ben non, ça veut dire que vous êtes prête à mourir. Je suis prête. De toute façon, la vie, c'est une maladie incurable. En fait, si on veut remplacer notre NPH avec un analogue de longue action, donc on a demandé notre médicament d'exception avec les bonnes raisons, etc., on est accepté par le gouvernement. Donc, vous allez peut-être voir des gens qui ont 2 NPH. Alors, habituellement, on commence avec juste une NPH. Là, on a notre but du matin, puis il y en a d'autres, au lieu de passer à l'étape suivante, qui est en fait le basal plus, là, donc donner des ultra rapides,
parce que leur patient ne leur fait pas trop confiance, ils veulent essayer de ne pas compliquer trop ça. Donc, il y en a qui vont mettre une deuxième NPH pour essayer d'aider dans la journée les pilules qui ne font pas la job complètement, en espérant que ça fasse la job. Donc, il y en a qui peuvent se retrouver avec 2 NPH, puis là, bois, puis ils font trop d'hypo, ils vont demander un médicament d'exception pour avoir un analogue de longue action. Mais là, vos 2 NPH, en fait, ils jouent plus que le rôle d'insuline de base. Parce que votre insuline de matin, son pic, ben, il vous sert un petit peu à couvrir votre dîner, finalement. C'est pour ça qu'on enlève 20 %, c'est parce que c'est pas 100 de l'insuline de base que vous allez remplacer. Fait à ce moment-là, on additionne le total de nos 2 NPH, puis on enlève tout simplement le 20 % pour décider qu'est-ce qu'on donne de l'antus ou de l'élimine. Ensuite de ça, s'il reçoit juste une NPH de soir, ben c'est facile, c'est dose pour tout simplement. Mais quand même, c'est des insulines qui sont un petit peu différentes. Donc, on demande aux patients de faire un petit peu plus de tests. Et c'est les tests le matin, donc on demande. Une petite parenthèse qui vaut la peine d'être faite. Si jamais vos patients disent, vous leur demandez combien d'NPH vous prenez le soir, là, ils vous disent, entre 15 et 20. Alors, il y a énormément de patients qui vont décider combien ils prennent de NPH selon leur glycémie du soir. Alors, il y en a des patients qui font ça pendant des années, je dis ça à chaque fois que je les vois, puis ils reviennent et me disent encore en temps et temps. Il n'y a rien à faire comprendre. Mais ce que je leur explique comme de raison, c'est que c'est de l'insuline de base. Puis la variation de cette insuline-là, c'est pour les 24 prochaines heures. Et en fait, le but de cette insuline-là, c'est d'être correct le matin. Donc, il faut trouver la bonne dose qui va les rendre corrects le matin. S'ils sont trop bas ou trop hauts le soir, s'ils sont trop hauts, ben, comme de raison, ils boivent un petit peu plus d'eau ou ils font un peu plus d'exercice ou quoi que ce soit. S'ils sont trop bas, ben, ils prennent une collation. S'ils sont toujours trop bas, ben, c'est d'autres choses qu'il faut corriger. C'est les pilules dans la journée ou l'insuline dans la journée, on s'entend. C'est pas la faute de la NPH rendue tard de même le soir ou la ventus ou la lépémie. Fait que ça, c'est vraiment, il faut travailler ensemble pour faire comprendre aux patients. Parce que l'insuline ultra rapide, c'est contraire. Souvent, les gens qui sont à 4 injections par jour, ultra rapide, ils ne touchent pas ça. Toujours la même crème d'injection. Mais le soir, ben là, on va coucher. Fait que là, ils verront ça. Fait que là, imaginez d'essayer d'équilibrer un diabète alors que la basale, elle fait ça de jour en jour. Il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien à ajuster, il n'y a plus rien à faire. Fait que tant qu'ils ne décident pas d'aller avec une dose fixe, ben, vous ne pouvez pas conclure quelle dose qu'il faut vraiment ou quoi faire avec vos autres insulines à ce moment-là. OK. Fait que ça, c'est pour l'insuline de base seulement. Si on y va avec le schéma basal plus ou basal bolus, donc ça, c'est des ultra rapides qu'on va ajouter pour les repas. Donc là, on dit continuer la metformine. Alors, c'est sûr et certain que la metformine, tant aussi longtemps que votre patient, vous avez un indice que votre patient est insulino-résistant, vous avez toujours un avantage de laisser votre metformine en place. Et là, les autres pilules, c'est sûr que pour ce qui est des sulfonylurées, vous allez trouver des endocrinologues qui disent différentes choses. Il y en a tout de suite, quand ils commencent un basal et qui rajoutent une ultra rapide, vont tout de suite cesser le sulfonyluré. Mais moi, j'attends personnellement que j'en ai au moins 2 repas de couvert. Parce que, en fait, vous n'avez couvert juste un, si vous donnez juste une préprandiale. Puis les 2 autres ne seront pas couverts. Donc, si vous enlevez vos sulfonylurées tout de suite, ben, c'est sûr que vous donnez toutes les chances du monde que le patient doive en avoir une 2e puis une 3e plus vite dans son évolution, tout simplement. Donc, moi, je me dis, quand il y en a 2 de couverts, oui, là, je peux penser de cesser mes sulfonylurées. Puis, en fait, souvent, même, ils vont rester en place pour certains patients quand les doses sont très élevées pour essayer de diminuer leurs besoins, etc. Mais ceci dit, c'est 4,38 pour une pièce. Donc, quand vous avez une coupe de repas de couvert par vos préprandiales, que vous donnez un sulfonyluré ou que vous donnez vos ultra rapides, bien, au bout du compte, c'est la même insulinémie, c'est la même... bon, c'est juste que si vos sulfonylurés sont dans le tableau puis vous avez des problèmes d'hypoglycémie, bien là, vous devriez mettre probablement plus les sulfonylurés sur le banc des accusés pour votre hypoglycémie parce que ça se régule moins bien que des ultra rapides là, pour essayer d'éviter les hypos, etc. Et en fait, pourquoi basal plus? Pourquoi débuter avec juste un repas? Bien, on a des études qui nous ont démontré que, bon, des gens qui étaient mal contrôlés avec une insuline de base et qu'on décidait d'ajouter 1, 2 ou 3 injections d'ultra rapide par jour. Alors, pour une période, je crois que c'était de 24 semaines. Et là, au bout du compte, tout le monde, tout ce bon monde-là, qu'on a rajouté 1, 2 ou 3 insulines ultra rapides, ils ont la même baisse d'hémoglobine glycosylée, juste que ceux-là qu'on a ajouté 3 doses d'insuline, bien, ils ont un petit peu plus d'hypo. Fait que devant cette constatation-là, on a dit on est mieux de commencer une, voir ce que ça dit, puis là on voit si on a besoin des autres. Fait que de là est né un petit peu le basal plus. Ensuite de ça, ben oui, un repas, mais lequel? Fait que, il y en a qui se sont posé la question, puis on fait des études en conséquence. Est-ce que c'est le repas le plus important? Est-ce que c'est le repas du matin, etc.? Et encore une fois, qu'on ait commencé le repas du matin ou le repas le plus important, au bout du compte, on a la même baisse d'hémoglobine glycosylée. Donc, c'est vraiment ce qui est
comment je pourrais dire, commode pour le patient à ce moment-là. Puis plus souvent qu'autrement, ben, les gens aiment mieux le matin, parce que le matin, ils sont encore chez eux. Le soir, des fois, on soupe à l'extérieur. C'est plus difficile de traîner son stock, etc. Donc, ça peut être le repas le plus copieux ou le matin, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis souvent, on a besoin de passer à plusieurs injections, puis on va voir encore une fois les avantages et les inconvénients. Donc, habituellement, on commence avec une seule. On se souvient qu'on a toujours notre insuline de base dans le tableau. Alors, comme de raison, théoriquement, avant de rajouter une ultra-rapide, on s'est arrangé pour bien titrer notre insuline de base et avoir une glycémie qui est normale le matin. Et là, on va devoir regarder, soit après notre repas, là, je suppose que vous avez commencé le matin. Donc, si vous avez commencé le matin, vous allez devoir regarder votre glycémie, soit postprandiale, 1-2 heures PC par exemple, ou c'est pas très commode pour les gens qui travaillent. 2 heures après le repas, d'habitude, on est dans le milieu de notre travail. Là. Donc, plus souvent qu'autrement, les gens vont prendre tout simplement la glycémie du repas qui suit, tout simplement. Encore là, des recettes, un chiffre à retenir, qui est facile. On n'a pas besoin de rien compter, c'est 4 unités. Encore là, quand on a besoin d'aller au-delà d'une insuline basale, 4 unités, c'est très, comment je pourrais dire, sécuritaire. Ou une autre façon de calculer, c'est d'y aller avec 10 d'insuline de base qui est là. Fait que si on a eu besoin de monter à 60 unités notre insuline de base de soir pour être correct le matin, ben 10 ça ferait 6 unités. Fait que je ne serais pas obligée de commencer à 4, je pourrais commencer à 6. Puis déjà, j'aurais une couple de jours de gagné. Là, parce qu'encore là, toutes les recettes, habituellement, ça peut être une unité par jour, ça peut être après quelques jours, vous décidez si vous l'augmentez ou pas, etc. Et encore une fois, votre patient doit connaître c'est quoi ses buts. Donc, s'il décide de prendre ses glycémies postprandiales, il doit connaître qu'est-ce qu'on recherche. Théoriquement, c'est entre 5 et 10. Et 5 et 8, si on veut même un contrôle plus serré. Et avant le repas suivant, encore là, théoriquement, c'est entre 4 et 7. Vous pouvez demander plus serré pour certains patients. C'est sûr que si vous commencez avec le plus gros repas, puis c'est le repas du souper, bien là, avant de vous coucher, on ne demandera pas d'être entre 4 et 7. On demande idéalement d'être au moins 7, donc ça va être plus 7-10 qu'on va donc demander aux patients d'être avant d'aller se coucher, tout simplement. Donc, les recettes. Théoriquement, si on commence une ultra rapide, c'est parce qu'on est toujours avec une hémoglobine glycosylée en haut de 7 et qu'on a malgré tout atteint notre glycémie capillaire du matin à jeun en bas de 7. C'est là qu'on va vous désirer de commencer. Encore une fois, vous pouvez laisser au patient le choix de commencer au repas qu'il veut et vous commencez avec 4 unités au 10 %. Et vous lui demandez aussi qu'est-ce qu'il préfère pour le titrer, donc le 2 heures après le repas ou le repas suivant. Vous choisissez la méthode que le patient aime le mieux. Alors ça, c'est le genre de choses que le patient peut avoir et peut faire par lui-même. Donc, le continuer, choisir, mesurer, changer, continuer les signothérapies basales, bien sûr, choisir le repas où il veut débuter, ajouter son fameux 4 unités et mesurer la glycémie avant le repas suivant et d'atteindre ses buts. Petit astérix au coucher où ce que là, on veut plutôt être entre 7 et 10. Et on peut donner d'autres instructions au patient, c'est-à-dire que s'il est plus haut que 7, oui, il ajoute son unité, mais au contraire, s'il est plus petit que 4, il peut soustraire une unité, donc pour essayer de trouver le bon contrôle. Alors ça, c'est ce qui a été donné dans une étude à des patients, c'était l'étude START, et ça a montré en fait que les patients, si vous les éduquez bien comme ça, sont même meilleurs que d'attendre qu'un professionnel de la santé leur téléphone puis fasse ça pour eux autres. Donc, si vous avez des instructions qui sont relativement simples, les patients peuvent très bien ajuster tout ça. Les avantages et désavantages de tout ça, bien, comme de raison, c'est adaptable, c'est prandial. Donc là, c'est le temps de varier selon ce qu'on mange, selon ce qu'on fait. On a cette liberté-là. C'est une insuline qui agit rapidement et qui arrête son effet rapide. Donc, il y a une logique de pouvoir jouer avec. Et les inconvénients, bien sûr, bien, ça augmente les injections par jour. Ça augmente le risque d'hypoglycémie si vous regardez les différentes modes de donner de l'insulothérapie, aussitôt que, comme de raison, les ultra-rapides augmentent. Il y a une petite augmentation aussi des hypoglycémies comme telles. Encore une fois, utiliser les analogues, là, c'est à prescrire d'emblée. Vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions comme telles, c'est-à-dire que, comme vous le savez, ils font partie du formulaire général. Donc, s'il vous plaît, une des rares choses qu'on peut faire bénéficier nos patients dès le début, c'est d'y aller avec des analogues, donc de rapide, encore une fois, nos 3 insulines, Lispro, Astar ou Ivermectin. Tout ça pour une efficacité montrée tout à fait idéale et une diminution du risque d'hypoglycémie. Vous avez vu la rapide qui était très très longue, donc les hypoglycémies entre les repas, puis en plus aussi en début de nuit. Donc si vous soupez tard et que vous avez une espèce de pic d'action alors que vous êtes le plus sensible dans la nuit, une rapide au souper, c'est la meilleure affaire pour faire une peau à quelqu'un. C'est malheureusement ce qu'on fait quand on donne des prémélanges entre parenthèses.
Fait que c'est ce que je vous disais, donc sur la RAMQ ordinaire, donc si vous voyez des R ou des Novolins Toronto passer, ben en tout cas, peut-être dire aux patients qu'il y aurait peut-être mieux pour lui. Donc, les insulines, l'ajout d'insuline prandial à d'autres repas. Fait qu'on a dit on commençait par un premier repas, on travaille fort pour avoir notre but. Donc, quand on a atteint ce but-là, c'est-à-dire au prochain repas, on a 2 heures post-prandial qui est en fait un but qui est désiré, puis qu'on demeure toujours avec notre hémoglobine qui faisait au-dessus de notre but qu'on s'est donné pour ce patient-là, ben, c'est le temps de rajouter la 2e prandiale et c'est la même chose pour la 3e prandiale finalement. Donc, on se retrouve avec souvent au bout du compte les 3 prandiales qui sont données et notre insuline de base. Donc, à chacun des moments de notre journée, on a une insuline qui est responsable de ce moment-là et donc on va ajuster aux besoins. Donc, l'insuline de base, bien sûr, s'occupe de notre matin. Notre insuline prandiale du déjeuner s'occupe de notre PC déjeuner et notre avant-dîner. L'insuline du dîner, elle s'occupe de notre PC dîner et de notre avant-souper. Et l'insuline du souper, bien sûr, de notre coucher à ce moment-là. Quand vous avez une insulinothérapie intensive et que tout est haut, vous dites « Mon Dieu, où c'est que je commence? » Ben, théoriquement, ce qu'on aime, parce que c'est du jello, hein, ça se tient, tout se tient, là, vous bougez à un, tout se bon. Fait que théoriquement, vous essayez d'abord d'avoir votre matin correct, donc de bien ajuster votre basal, puis après ça, ben, les autres vont suivre une après l'autre, tout simplement. Donc, en améliorant le basal, ici, en améliorant votre matin, ben, c'est sûr que si vous partez normal ici, vous avez plus de chances d'avoir un 2 heures PC ou avant le prochain repas correct. Donc, ça va être plus facile de partir du début, puis après ça, vous ajustez chaque prandial en conséquence. Et le petit dernier, les insulines prémélangées. Encore une fois, continuez la metformine dans le même principe. Si vous donnez 2 prémélangés, encore là, pas vraiment d'avantage d'avoir des sulfonylurées, 4,30 sous pour une pièce. Comme de raison, les insulines prémélangées, par exemple, vous venez de vous... comment je pourrais dire ça? Vous attachez un petit peu les mains, là, il y a un petit peu moins, c'est un petit peu moins malléable. Donc, on va voir les avantages et les inconvénients, puis peut-être à qui on pense à ce genre de régime-là. Donc, si on regarde la physiologie normale, puis qu'on met des prémélanges, ben ça a l'air de ça. Fait que là, vous voyez les problèmes qui vont arriver. Un hyperglycémie postprandiale ici. Puis ici, ben, si vous allez faire un hypo, particulièrement si vous dînez trop tard, parce que là, vous êtes dans un pic d'action alors que le dîner arrive. Le dîner, il ne faut pas trop vous manger parce qu'après ça, il n'y a plus pas beaucoup de choses. Puis encore là, le même problème ici, le postprandial du souper. Puis whoop, votre nuit ici qui est très dangereuse pour faire des hypoglycémies. Fait qu'on s'entend que c'est vraiment pas le régime idéal. Si vous utilisez au moins des analogues à travers vos prémélanges, bien, comme je vous disais tantôt, vous pouvez au moins mieux couvrir votre repas auquel vous donnez des insulines. Puis vous venez aussi vous enlever ici le risque d'hypoglycémie avant le dîner et le risque d'hypoglycémie nocturne que vous avez ici. Mais, encore une fois, il ne faut pas vous manger un gros dîner. Donc, si on parle de commencer des insulines prémélangées, alors si vous commencez ça comme tel, le patient n'a pas d'insuline, puis vous voulez commencer d'emblée des prémélanges, bien, comme de raison, vous prenez la dose totale d'insuline, c'est connu, mais s'il n'y a pas de dose d'insuline totale, vous pouvez calculer 0,5 unités kilo pour débuter. Ça aussi, chez les types 2, c'est quand même pour une insulinothérapie totale du jour, c'est quand même sécuritaire. Et vous l'ajustez par la suite. Et ce 0,5 unités kilo-là, le dose totale que ça vous donne, habituellement, on met demi-demi, donc demi-dose avec l'injection du matin et l'autre demi-dose à l'injection du soir. Ou vous pouvez aussi, si vous préférez, mémoriser des chiffres, commencer 5 à 10 unités 2 fois par jour. C'est encore la même histoire que tantôt. Vous commencez de façon sécuritaire, puis vous titrez selon ce qui arrive. Pour titrer, c'est un petit peu plus compliqué par contre. Donc, en fait, la glycémie du dîner et la glycémie du coucher vont être selon la partie rapide de votre mélange. On s'entend là-dessus. C'est clair pour tout le monde. Mais la partie rapide de votre pré-mélange, c'est pas la plus grosse partie. Donc, c'est pas sur elle beaucoup qu'on va se fier pour titrer ça. Alors, tandis que le déjeuner, le avant-déjeuner et le avant-souper, ça va être plutôt la partie de longue action de votre injection du matin et de votre injection du souper. C'est votre plus grosse partie, hein? C'est 70% de votre pré-mélange. Donc, c'est sur ça qu'on va vouloir ajuster l'insuline. Donc, l'idée dans tout ça, c'est qu'on va commencer par en bas. Donc, si vous voulez d'abord et avant tout régler votre matin, vous allez monter votre insuline du souper. Puis là, on parle de 10, plutôt, d'habitude, quand on change des insulines, on parle de 10 %, mais quand on change des prémélanges, on peut parler plus de 20 % parce qu'en fait, il faut réaliser qu'on a 2 insulines dans notre prémélange. Donc, souvent, on parle plus de 20 %. Et là, on l'augmente jusqu'à temps qu'on soit correct le matin. Mais, il ne faut pas oublier de regarder qu'est-ce qui se passe au souper.
Pour souper, mais avant de vous coucher, en fait. Donc, s'assurer qu'au coucher, il n'est pas en train de faire une hypoglycémie. En fait, c'est souvent ça qui arrive. Les gens qui prennent des pré-mélanges, ben, ils sont obligés de nourrir leur insuline. Donc, s'ils veulent être sûrs de ne pas faire d'hypo avant de se coucher ou ils sont bas un petit peu, ils sont obligés de prendre une collation. La même chose le matin, c'est qu'ils sont obligés de prendre une collation pour nourrir le midi. Donc, oui, vous titrez ça pour avoir votre but avec votre NPH, mais des fois, c'est trop pour la partie de 30% et vous devez donc prendre des collations pour y arriver. Et c'est la même chose. Donc, pour la dose du matin, vous vous fiez à votre résultat du souper, parce que c'est là où votre NPH fait le plus d'action. Vous montez, 10 à 20% à la fois. Mais, entre-temps, vous regardez que ça se passe bien pour le patient le midi. Donc, il n'est pas en train de faire des hypoglycémies, ce qui va vous arrêter de titrer. Comme de raison, les avantages, les inconvénients, tout ça, la grosse avantage, oui, c'est efficace. Je veux dire, dans les études avec les prémélanges, tout ça, vous arrivez à baisser votre hémoglobine quasi, il n'y a pas de problème. Et les gens aiment ça parce que ça fait juste 2 injections par jour. Mais comme de raison, vous ne pouvez pas avoir une vie de fou avec ça. Il faut manger régulièrement, toujours la même chose. Comme je vous dis, avoir un très petit dîner. Donc, aucune flexibilité. Puis, il y a quand même un risque d'hypo. Si vous sautez un repas, on s'entend que vous avez donné votre dose du matin, ça couvre votre repas du midi et du souper. Fait que si vous décidez de ne pas dîner, vous êtes fait. Là, vous ne pouvez pas sauter de repas ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas extraordinaire, on s'entend là-dessus. Les facteurs envisagés, donc si on veut au moins donner de l'avantage des ultra-rapides dans nos prémélanges, donc dans les études qu'on a vues, c'était aussi efficace et comme de raison, on a un risque d'hypoglycémie qui est moindre. Donc, vous avez les deux compagnies qui font. Donc, pour la compagnie Novo ici, c'est la Novo Mix 30 et pour la compagnie Lilly, c'est l'Humalog Mix 25. Ils ont aussi le disponible l'Humalog Mix 50, donc 50% en fait d'Humalog avec 50% d'équivalent NPH, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment là, des études qui ont montré qu'on a une diminution du risque d'hypoglycémie, particulièrement nocturne, mais aussi diurne à ce moment-là. Donc, justement, si vous êtes en train de titrer votre insuline puis vous êtes obligé de faire manger votre patient pour nourrir son insuline rapide, c'est une bonne idée d'essayer avec les prémélanges avec analogue. Et si vous les utilisez, eux ont réussi à avoir des codes, donc c'est le fameux EN22. Pour ce qui est d'Humalog, par contre, c'est juste l'Humalog Mix 25 qui a son code. L'Humalog Mix 50 n'a pas vraiment de code, en fait, n'a pas de médicament d'exception non plus. Alors, on rit en arrière. Donc, chez qui qu'on utilise ça finalement? Je vous dirais quand on n'a pas le choix. Donc, les patients d'institution en résidence, souvent on se fait appeler parce que, ils n'ont pas le personnel pour donner 4 injections par jour, etc. Donc, ils demandent d'essayer de minimiser les soins aux patients. Donc, on ne cherche pas un contrôle parfait chez ces gens-là. On essaie de trouver les doses d'insuline qui gardent un contrôle qui est quand même acceptable pour le patient en minimisant au mieux qu'on peut les risques d'hypoglycémie. Si vous avez un patient avec compréhension limitée, donc vous ne voulez pas qu'il y ait 2 insulines en main, vous avez peur qu'il donne une tonne de rapide avant d'aller se coucher, vous avez peur qu'il se mêle à tout ça, puis vous voulez juste une sorte d'insuline, puis essayer de bien couvrir. Ça peut être une autre raison. Ou encore, il y en a qui carrément, moi, pas plus que 2 injections par jour, c'est tout ce que je veux, etc. Fait que ça serait une façon de vous en sortir aussi là, à ce moment-là. Fait qu'on voit que c'est quand vous êtes mal pris, autrement dit. Donc, ensuite, on m'a demandé de parler un petit peu, parce que j'avais comme des questions. Donc, on m'a demandé de parler d'hyperglycémie. Donc, comment gérer les hyperglycémies. Mais en fait, quand notre contrôle se détériore, c'est toujours de tenter de comprendre. Y a-t-il une infection? Y a-t-il une situation, un stress? Est-ce que l'insuline est bonne? Est-ce que le stylo est cassé? La cartouche est cassée? Etc. On a-tu laissé l'insuline dans le taux? On a été faire du ski avec? On fait le tour. Si on a trouvé la raison, comme de raison, on essaie d'y pallier, de l'éviter ou de résoudre le problème, si c'est la cartouche qui était cassée, etc. Puis comme de raison, si le problème semble persister, là, il faut ajuster la dose ou ce que l'hyperglycémie va paraître être le pire de la journée à ce moment-là, selon l'insuline qui va jouer. De façon ponctuelle, ce qu'on peut dire aux patients, comme de raison de bien s'hydrater, c'est peut-être le moment aussi de s'activer. Donc, ça, c'est dans l'optique où l'hyperglycémie n'est pas d'infection aiguë ou de stress aigu ou quoi que ce soit. Donc, s'activer, marcher ou autre, faire un petit peu d'activité physique, en profiter pour faire descendre ça. Comme de raison, éviter les excès alimentaires. Par exemple, il y a une petite hyperglycémie parce qu'il y a eu une petite infiltration de cortisone et puis ça va être 2-3 jours, c'est pas le temps d'aller manger son gâteau d'anniversaire. C'est peut-être le temps justement d'aller marcher un petit peu pendant que ça fait effet, justement. Donc, c'est ça.
Et si vous utilisez des insulines prandiales, puis comme de raison, là, vous avez la possibilité de façon ponctuelle de corriger l'hyperglycémie qui est là, surtout si vous comprenez pourquoi qu'elle est là. Donc, d'où vient la notion des échelles d'insuline? Donc, échelles d'insuline pour corriger de façon ponctuelle. Alors, les échelles d'insuline, c'est la fameuse règle de 100 qu'on utilise pour trouver en fait la sensibilité du patient pour nous dire quel genre d'échelle d'insuline on doit proposer au patient. Donc, cette règle de 100-là, c'est prendre le chiffre 100 divisé par le besoin total journalier d'insuline du patient. Et le résultat qu'on a, c'est la descente de glycémie qu'on pourrait s'attendre avec une unité d'insuline chez ce patient-là. Vous me suivez tout, fait qu'on va donner des exemples pour être sûr que vous avez bien compris. Deux exemples. Premier exemple. Le patient a de la lentus 20 unités au coucher et son gras 5 matin, 6 midi, 5 souper. Ça lui fait un total de 36. Faites-vous-en pas, j'ai pris ma calculatrice. Et donc, vous faites 100 divisé par 36, ça vous donne 2,7. Pour être plus prudent, on arrondit toujours vers le haut. Okay? Donc là, on considère qu'une unité d'insuline chez ce patient-là va le faire descendre de 3 mmol par litre. Okay? C'est un patient qui est relativement sensible. On voit que ses doses ne sont pas si hautes que ça. Ça ressemble plus à un type 1 que type 2. On s'entend là-dessus. Donc, une bonne sensibilité, une unité d'insuline a une bonne action. Il diminue de 3 mmol par litre. L'autre patient, différent, des doses complètement différentes. Donc, son numéro N à 76 unités au coucher et ses homologues à 30, 30, 34. Donc, ça nous fait un beau total de 170. Alors, notre 100 divisé par 170, ça nous fait 0,59 si on arrondit vers le haut. Donc, lui, on va considérer que chaque unité qu'on lui donne, ça le fait descendre de 1 mmol par litre. Ça va aller beaucoup moins vite. On s'entend là-dessus. Là, après ça, il s'agit de déterminer notre échelle d'insuline, c'est quoi qui est acceptable pour notre patient. Donc, d'où est-ce qu'on part l'insuline? À partir de quel moment je veux réagir? Donc, ça, c'est où est-ce que part mon échelle. Puis après ça, comme de raison, si c'est dans l'exemple, c'était 1 pour 3. Donc, après ça, je vais faire des slots de 3. Sinon, je vais faire des slots de 1. Alors, par exemple, chez le patient 1, on a dit que c'est un patient qui était très sensible, plus jeune, etc. Donc, lui, je le veux qu'il reste en bas de 8. Mais il est très sensible, donc à chaque unité, il descend de 3. Donc là, je monte ici mon échelle de 3 à la fois et je monte de 1 unité. Là, vous vous arrêtez quand vous êtes tanné. Ensuite de ça, mon patient numéro 2, lui, un peu plus âgé, résistant à l'insuline. Bon, je dis que c'est acceptable jusqu'à 10. Donc, je pars mon échelle à 10. Mais lui, c'est 1 pour 1. Fait que je monte de 1, à chaque fois, je monte de 1. OK? Donc, vous voyez, c'est des échelles très différentes pour des patients très différents et surtout pour des sensibilités d'insuline très différentes. C'est un petit peu comme ça qu'on part nos échelles. On ne regarde pas dans le ciel, on fait des petits calculs, puis on essaie d'être intelligent. On m'a demandé aussi une question sur la corticothérapie. Là, on parlait d'insuline, parce que j'ai pensé que c'était par rapport à l'insuline. Donc, c'est sûr que la corticothérapie, ça augmente notre résistance à l'insuline, sans nul doute, mais la plupart du temps, c'est de la prénisone qui est donnée le matin. Et là, on voit vraiment un effet dans la journée, là, ça monte, ça monte, ça monte. Et le lendemain matin, on dirait que l'effet sur la résistance à l'insuline quand même tombe durant la nuit. Le lendemain matin, habituellement, le patient est revenu à une glycémie relativement normale, ou en tout cas, habituellement, c'est sa meilleure de la journée. OK? Donc, l'idée dans tout ça, c'est on sait quelle sorte de pattern ça a. Donc, on essaie d'agir surtout, même s'il est bas le matin, tout de suite, on peut donner des ultra rapides le matin en début de journée. On peut en donner aussi le midi, puis au souper, on se retient. On ne tape pas trop sur le clou. Et surtout, on n'essaie pas de corriger une glycémie avant d'aller se coucher. Parce que si vous essayez de la corriger avant d'aller se coucher, là, vous avez toutes les chances du monde qu'il fasse un hypo dans la nuit. Si vous utilisez des plus longues actions comme la NPH, mais encore là, vous avez peut-être plus avantage de la mettre le matin pour qu'elle agisse plus en début de journée où ce que vous avez votre hyperglycémie qui se prépare tranquillement, mais pas trop dans la nuit pour pas que ça descende. Et si vous utilisez des prémélanges, là aussi, ça serait mieux le matin. Si vous utilisez les longues actions, il n'y a pas énormément de différence, mais vous pourriez aussi les déménager le matin si vous voulez. Mais l'idée, c'est ça, c'est de connaître le pattern que donne la corticothérapie avec une prénisone, une dose le matin, et d'essayer comment je pourrais dire, d'agir avant l'augmentation de la glycémie, mais de laisser une certaine augmentation le soir pour éviter des hypoglycémies. Grosso modo, c'est ça. L'hypoglycémie, une question là-dessus aussi. Donc, l'hypoglycémie, comme de raison, la définition de l'hypoglycémie que je vous donne, c'est chez les diabétiques. Parce que quand on n'est pas diabétique, en bas de 4, on peut facilement y aller, puis c'est tout à fait normal. On s'entend là-dessus, c'est plus 3,5, 3,6. Donc, pour les diabétiques, la définition de l'hypoglycémie, c'est en bas de 4, mais lorsqu'il y a dans le tableau soit un sulfonylurée ou d'insuline. Puis ça, c'est en présence ou non de symptômes, parce qu'on s'entend que certains diabétiques n'ont pas leurs symptômes d'hypoglycémie à ce moment-là.
Donc, vous avez les symptômes adrénergistes, palpitations, tremblements, sueur, etc. Ils sont supposés d'arriver les premiers. Puis là, si votre glycémie continue de descendre, bien sûr, vous avez les symptômes neuroglycopéniques, donc ce que j'appelle les symptômes de la tête, donc confusion, vous êtes plus là, ça peut même aller jusqu'au coma à ce moment-là. Donc, c'est quoi tous les risques d'hypoglycémie? Comme des raisons, une personne plus âgée, un diabète de longue date. Si vous avez, comme on disait au début, si vous avez déjà fait une hypoglycémie grave, vous êtes plus à risque de faire une autre hypoglycémie grave. Prise d'autres hypoglycémiants. Le contrôle glycémique, est-ce qu'il y a un contrôle inverse ou corrélation? Donc là, je vous réfère à l'étude d'accord que je vous ai expliqué tantôt, où on avait un surplus d'hypo alors que les gens n'étaient pas bien contrôlés. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas nécessairement juste les patients super bien contrôlés qui ont des hypos. Des fois aussi, ça peut arriver chez les patients mal contrôlés, justement quand ils se décident d'aller faire un tour de bicyclette une fois dans l'été. Inconscience de l'hypoglycémie, donc si les patients ne sentent pas les symptômes, c'est sûr, puis ça c'est particulièrement durant le sommeil. Donc, il y a des études qui ont été faites avec des monitorings continus qu'on a maintenant pour voir que les gens, que ce soit sur sulfonylurie ou même insuline ou quoi que ce soit, il y a énormément d'hypoglycémie non ressentie par les patients. Si les patients disent « Oh non, je la sens, moi, quand je fais une hypo du soir. » Oui, mais la nuit. Non, mais mettez votre cadran et surveillez-le, parce que c'est ça, ils peuvent en faire, puis ils ne savent pas, même on fait des hypos ou quoi que ce soit, puis dans des monitorings continus, qu'on voit les glycémies après, puis on découvre tout plein d'hypoglycémies non ressenties par les gens, définitivement. Le restant, comme de raison, ça dit tout seul, le repas retardé, sauté, plus petit que prévu. Consommation d'alcool aussi, prendre un petit verre de quelque chose avant de dormir, on dort bien, mais des fois on dort trop bien. Donc, vous venez de bloquer votre néoglucogénèse, vous venez de bloquer votre mécanisme de défense pour ne pas tomber en hypo la nuit. Meilleure façon de faire un hypo, prendre un bon petit coup et de ne pas manger trop pour souper. Et l'activité récente, comme de raison, vous venez d'augmenter votre sensibilité d'insuline, tout simplement. Donc, un petit schéma pour vous montrer que c'est particulièrement vrai, qu'on peut se rendre à des choses plus catastrophiques chez des gens plus âgés. Donc, ici, vous avez des hommes de 23 ans, ici, vous avez des hommes de 65 ans. Et on regarde, donc, en faisant baisser leur glycémie, quand est-ce que les symptômes apparaissent, donc les symptômes qu'on a parlé tantôt, palpitations, tremblements, sueur, etc. Et quand est-ce que les troubles cognitifs commencent, donc confusion, sont plus trop capables de penser correctement. Alors, vous voyez que si les gens sont plus jeunes, ils ont le temps de réagir en masse. Mais si les gens sont plus vieux, il faut qu'ils y aillent aux doses rapidement. Donc, même des fois, comme vous le savez, en fait, ils n'ont pas le temps d'avoir des symptômes. Et le premier symptôme, c'est qu'ils sont plus là. Hein? Ils sont partis, ils savent trop qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention chez les patients âgés. On peut souvent avoir là, des hypoglycémies asymptomatiques ou qui vont se manifester avec des troubles cognitifs. Donc, comment traiter l'hypoglycémie en 3 phases? Donc, la phase aiguë, la phase intermédiaire et le futur. Phase aiguë, donc, c'est ce qu'on nous suggère, c'est des 15 grammes de glucides. Alors, vous pouvez prendre votre jus. On est peut-être moins, comment je pourrais dire, recommandeur de jus parce que c'est du fructose qui n'est pas si vite recommandé que ça. Donc, si vous avez de la liqueur avec du sucrose, c'est encore mieux. Le Descate est très populaire, hein? C'est directement du sucre simple qui est rapidement absorbé. Vous avez votre sachet de sucre aussi qui est très rapidement absorbé. Lifesaver, il faut que vous en mettez 6 dans votre bouche. Bonne chance. En fait, vous risquez plus de vous étouffer que d'en revenir de votre hypo, mais c'est pas grave. Et puis, ou si vous avez du miel, de la glace, etc., ben, vous prenez une bonne cuillerette à soupe. Mais ils nous ont mis une bébelle de même, fait que je ne sais pas trop ce que vous faites avec ça. Quand vous avez soulagé votre hypoglycémie, si vous ne mangez pas dans l'heure qui suit, ben, comme de raison, vous êtes en danger que ça revienne, cette hypoglycémie-là, si c'était dans le pic d'action de votre insuline ou quoi que ce soit. Donc, si vous ne mangez pas dans l'heure qui suit, ben, vous prenez un petit lunch avec un petit peu de protéines. OK? Tout simplement pour éviter que ça revienne. Donc, et vous mesurez votre glycémie 15 minutes. En fait, vous répétez votre 15 grammes de glucides tant et si longtemps que c'est pas revenu. Et si votre repas est plus loin qu'1 heure, vous prenez une petite collation comme ça. Et là, vous avez ensuite des questions à vous poser. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il faut l'éviter. Donc, comment je peux l'empêcher? Parce que l'idée, c'est pas d'en faire aux 5 minutes. Donc, il faut découvrir le pourquoi de la chose et ensuite empêcher ce qui est arrivé comme de raison. Donc, les causes de l'hypoglycémie, grosso modo, on peut résumer ça en trop peu d'aliments, trop d'activité ou trop d'insuline. Fait que c'est là qu'on va pouvoir jouer au niveau de l'insuline, donc réduire la dose, changer de type d'insuline aussi, comme on a vu, aller avec les analogues à ce moment-là si on n'y est pas, ou les schémas aussi d'insulinothérapie, donc avec des schémas qui vont donner moins d'hypoglycémie. On m'a demandé, ça je pense c'est la dernière question qu'on m'a demandé, on m'a demandé de parler de diabète et grossesse. Alors,
le sujet est vaste. J'imaginais que c'était peut-être plus les valeurs que vous vouliez avoir ou quoi que ce soit. Donc, la prise en charge durant la grossesse, comme de raison, les dames avec diabète de grossesse, puis ça englobe aussi les types 1 qui tombent enceintes. Là, les types 1 qui tombent enceintes, on demande des buts qui sont plus bas, là, en fait, que ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Mais de toute façon, on a aussi une glycémie qui est plus basse de façon physiologique durant la grossesse. Donc, c'est pas si dur à atteindre que ça, même chez les types 1, avec tout, comment je pourrais dire, l'intérêt qu'on a là, quand on est enceinte, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait qu'en fait, ce qu'on veut, c'est des glycémies à jeun qui sont inférieures à 5,3. Et là, on demande aux femmes soit de mesurer 1 heure, 2 heures. Ici, à Sherbrooke, on demande le 2 heures. Donc, on veut qu'il soit en bas de 6,7 à ce moment-là. Ou s'il mesure 1 heure, c'est 7,8. Habituellement, les critères pour commencer l'insuline, c'est lorsque au-delà de 50% des valeurs qui sont au-dessus des buts, en fait, c'est là qu'on va commencer l'insuline. Puis on va commencer l'insuline pour corriger où le défaut est. C'est sûr que ces gens-là ont aussi une information qui est donnée du point de vue diète, etc. Donc, puis ils sont suivis de près avec des glycémies capillaires pour voir s'ils ont besoin d'introduire l'insuline lorsqu'il y a un DG là, de diagnostiquer. Je ne sais pas si ça répond, là. Je ne sais pas qui avait demandé la question, mais c'est ça. Donc, surveiller la glycémie, etc. Et de mon côté, moi, je finis par vous parler d'un cas que, en fait, Catherine va nous régler. Donc, c'est Monsieur X. Monsieur X, c'est un homme de 60 ans. C'est un ancien, donc alcoolique, mais il nous dit qu'il est apparemment sobre depuis quelques mois. Il a fait plusieurs pancréatites dans le passé. Il n'y a pas de notion, par contre, d'insuffisance hépatique, sa fonction rénale est correcte. Il est diabétique depuis 6 ans. Donc, il est sous insulinothérapie intensive. Il y a de l'Humalog 5 unités 3 fois par jour, puis de la Lantus à 8 unités au coucher. Il prend aussi des inhibiteurs d'enzymes de conversion, puis il a sa statine. Donc, il se fait d'un contrôle glycémique qui est super variable. Alors, si vous regardez son carnet, il fait souvent des hypos, donc soit nocturne, soit le matin, puis il y en a même quelques-unes, mais un petit peu plus rares de façon diurne. Et il fait aussi des bonnes hyperglycémies s'il prend ça après les repas, particulièrement s'il prend ça en soirée. Vous regardez sommairement, vous voyez une bonne bosse au niveau de son bras gauche. Puis en fait, quand vous demandez de voir son stock, etc., il vous montre son stylo d'insuline Humalog. Son aiguille est toujours après, sans capuchon, sans rien, et c'est une 8 mm. Puis, en fait, lui, il dit se piquer seulement sur le bras. Le seul mouvement qu'il sait faire, c'est ça. OK? Donc, il vous montre son lecteur. Vous voyez que son autopical à l'ancêtre est toujours là. Et ces bandelettes, vous les regardez, sont passées date. Tout va bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il devrait voir l'infirmière? Oui, je la présente, l'infirmière. Je le sais. La façon dont je vais fonctionner, c'est que je ne reviendrai pas nécessairement sur tous les aspects du cas, mais je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter, puis à la fin, on va adresser certaines des problématiques de M. X, qui pourrait être un patient qu'on voit évidemment que dans vos pharmacies, dans nos bureaux, il y en a des surprenants parfois. Alors, moi aussi, voilà mes conflits d'intérêts. Je veux juste apporter une correction. J'ai eu un petit... sur la diapo de la correction d'hypoglycémie, parce que moi, je travaille avec des nutritionnistes, puis on est rendu à 4 sachets de sucre pour corriger l'hypoglycémie, parce qu'ils courent partout. Fait qu'ils mettent moins de sucre dans les sachets de sucre. Non. C'est même pas de blague, c'est vrai. C'est rendu à 4 sachets de sucre. Au restaurant. Non, mais c'est vrai. C'est drôle, mais c'est vrai. Il y a moins de pâtes dans les boîtes de pâtes, il y a moins de sucre dans les sachets de sucre. Alors, mes objectifs à moi, c'est de vous présenter les recommandations du Comité canadien FIT et Forum for Injection Technique sur les meilleures pratiques relatives à la technique d'injection, discuter des applications cliniques de ces recommandations-là. Vous avez sur la table des stylos d'insuline, des aiguilles, fait que peut-être un peu réviser les étapes de la technique d'injection, voir à quel point il y a des sources potentielles d'erreur dans une simple préparation pour une injection. Puis si vous avez des questions, on pourra voir.
Donc, la détérioration d'un contrôle glycémique, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. On va commencer par un peu d'histoire. Peut-être une photo que vous avez déjà vue. Leonard Thompson, qui est le premier insulino-injecté, si on peut dire ça comme ça, en 1922. À ce moment-là, c'était des insulines de pancréas de chien, si je ne me trompe pas. Puis, c'était une aiguille de 40 mm. Et puis, donc, la technique d'injection, c'était déjà important à ce moment-là. Ça, c'est après, quand même. Il allait mieux. C'est le même petit garçon, quelques semaines après. Donc, quand le contrôle glycémique se détériore, évidemment, ce qu'il faut vérifier, c'est l'alimentation. Est-ce qu'il mange, le patient? Des fois, vous faites des hypoglycémies, combien il mange? Est-ce qu'il va au restaurant? Est-ce que, bon... l'activité physique aussi, ça compte évidemment, un peu plus actif, un peu moins actif, selon le travail, les week-ends, tout ça. Puis au niveau de l'insuline, il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte. Est-ce qu'il apprend son insuline? Il y a beaucoup de patients qui, si on des injections au cours de l'heure des repas, ils soupent ailleurs, ils n'apprennent pas leur insuline, ils ne l'amènent pas, ils ne l'apprennent pas. C'est une question que c'est vraiment pertinent de poser, de vérifier. Est-ce qu'ils se donnent ce qu'ils sont supposés se donner? Chantal parlait des patients qui varient leur dose d'NPH selon l'activité du coucher. Des fois, ils ne suivent pas du tout. On a l'impression qu'ils ont compris. Les patients sous échelle, il faut vérifier qu'ils comprennent leur échelle. Des fois, ils ne comprennent pas en tout, ils font tout croche. Fait que ça, à la base, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Puis juste au niveau technique et mécanique, donc de la chose de préparer une injection d'insuline, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de sources potentielles d'erreurs. Donc, juste une petite histoire. Les recommandations canadiennes, c'est pas né de l'imagination de plusieurs éducateurs en diabète. En 2008-2009, ils ont fait un questionnaire dans 16 pays. Le Canada n'était pas impliqué, mais ils ont sondé plus de 4000 patients sur la façon dont ils s'injectaient. On s'est aperçu que c'était très, très disparate ce qui se disait. Il n'y avait pas de consensus sur qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Donc, de ça est né un article qui a été publié dans Diabetes and Metabolism en 2010. Avec une espèce à ce moment-là, c'était vraiment comme un début, un bégaiement de recommandations au niveau de la technique d'injection. Puis suite à ça, c'était américain. Suite à ça, il y a des experts au Canada, des pharmaciens, des infirmières, des nutritionnistes, des endocrinologues qui se sont mis ensemble pour pondre justement les recommandations canadiennes en 2011. Puis on a eu la deuxième édition qui vient de sortir là, à l'automne. Au niveau juste pratico-pratique, je veux juste vous présenter un petit peu les différences, à quel point on a réalisé que la technique d'injection est importante. Rapidement, je vais vous présenter certaines choses au niveau des aiguilles, principalement. Donc, vous savez qu'on est passé de l'aiguille 12-13 mm, un demi-pouce quand même, hein, à de l'aiguille maintenant qu'on voit, c'est 4 mm. On a des aiguilles maintenant rétractables, sécuritaires, tout ça. Fait que juste à ce niveau-là, il y a beaucoup de développement technologique. On a des aiguilles avec maintenant une lumière plus grande pour le même calibre d'aiguille. Récemment, le nouveau est sorti avec une aiguille avec une base différente, donc qui serait peut-être moins douloureuse. Ça dépend vraiment des patients, si vous voulez mon avis. Mais donc, au niveau technologique aussi, les BD a sorti une aiguille, donc justement avec la lumière plus large, théoriquement, ça prend moins de force d'injection pour injecter la même quantité d'insuline. On a aussi l'aiguille qui a 5 visos versus 3. Fait que juste au niveau, il y a du développement au niveau des insulines, de la pharmaco, de la thérapie, tout ça, mais au niveau pratico-pratique, des outils que nos patients ont en main, vous avez vu passer si vous avez connu les nouveaux Pen 3, les Mappin Ergo, les plus vieux stylos, on fait tout pour améliorer la vie de nos patients aussi au niveau technique, puis ça joue sur ça va jouer sur en fait, leur adhérence à la médication, si c'est plus compliqué, moins compliqué, plus douloureux, moins douloureux, etc. Regarde. Excusez. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer au niveau de la technique, c'est la peau. Dans le fond, l'insuline, on veut que ça aille dans le tissu sous-cutané, c'est ça qui est important, non dans le muscle. Les gens, ils savent pas nécessairement, des fois, ils vont penser, on se racontait tout à l'heure des anecdotes de patients qui s'injectent dans des drôles d'endroits. J'ai une patiente qui s'injectait dans les mollets, la bosse au niveau du bras. Il y en a quelqu'un qui disait l'insuline, il faut que ça soit près du cœur, fait qu'une injection au niveau du sternum. Les gens connaissent tous des gens qui s'injectent à l'insuline et qui ont tous des trucs un petit peu douteux des fois. Là. Fait que la peau, dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait des études avec des échographies, tout ça, puis la peau, peu importe le genre, l'indice de masse corporelle, l'âge de la personne, l'ethnicité, ça entre autour de 2 mm d'épaisseur. Okay? Chez toute personne confondue, le plus que ça allait chez certains groupes de personnes, c'était même proche du 3 mm, mais fait que théoriquement, en raccourcissant nos aiguilles, on rejoint tout le monde, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'aller plus. Tu sais, la croyance de base, en fait, ce qu'on se dit, c'est quelqu'un qui est plus gros, on a besoin d'aller plus creux. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, on entend ça encore aujourd'hui, mais on sait maintenant que c'est plus vrai. On peut raccourcir les aiguilles de façon sécuritaire
c'est beaucoup moins douloureux pour les patients. C'est moins impressionnant quand ils arrivent dans nos bureaux, je peux vous dire, ou même quand vous faites l'enseignement en pharmacie, là, de voir une affaire la moitié plus court dans le fond. Les risques aussi d'avoir une injection intramusculaire, la première chose, c'est que ça fait mal. Quelqu'un qui me dit, moi quand je me donne de l'insuline, ça me fait mal, ben, il y a quelque chose de pas correct. C'est pas supposé faire mal une injection d'insuline, c'est pas confortable, mais c'est pas supposé être douloureux nécessairement. Fait que la première chose, l'injection intramusculaire, ça fait mal. Souvent, les gens vont dire quand je m'injecte, ça chauffe, ça fait mal. Fait que ça, déjà, ça nous met la puce à l'oreille. L'autre chose, c'est que je vais aller à cette diapo-là avant, puis je vais revenir à l'autre. C'est que, dans le fond, quand on injecte de façon intramusculaire, notre pic d'action arrive beaucoup trop tôt. Les insulines, oui, on veut qu'ils soient de plus en plus rapides, mais on veut qu'ils fassent effet au moment où nous, on pense que ça va faire effet. Donc, on a un peu plus de contrôle sur ce qu'on fait, puis on veut que ça fasse effet sur à peu près 3-4 heures, nos insulines trop rapides. Quand je donne une injection en intramusculaire, mon insuline a fait effet à peine 2 heures, puis le pic arrive beaucoup trop tôt. Fait beaucoup plus de risque d'hypoglycémie. Dans le fond, mon insuline fait effet avant même que j'ai commencé à digérer. OK, ça, c'est une chose. Puis, en raccourcissant ma longueur d'aiguille, je diminue de presque 100% mon risque d'injection intramusculaire. Ça, c'est quelque chose. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence au niveau du contrôle non plus. Chez les gens qui sont passés d'aiguilles longues à des aiguilles plus courtes, mais ils sont quand même bien contrôlés. Il n'y a pas plus de fuite, il n'y a pas plus de problèmes. Souvent, il y a des gens qui sont des irréductibles. Moi, je suis encore des patients qui sont irréductibles depuis des années. Ils sont encore aux seringues, 12,7 mm, puis il n'y a rien qui va les faire changer. Mais la plupart des gens sont bien contents quand on leur montre l'aiguille plus courte. C'est plus confortable, ça fait moins mal, puis c'est moins, encore là, c'est moins peur. Fait que je veux juste réviser avec vous rapidement la technique d'injection. Je suis sûre que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes peut-être un peu familier, mais encore là, je veux juste illustrer à quel point ça peut être une source d'erreur. Puis, dans le fond, je prendrai peut-être pas mon matériel, mais si vous voulez le faire en même temps, puis jouer avec les choses sur la table, vous pouvez, là. Mais la première chose, c'est la longueur d'aiguille. Fait que vous le savez, vous êtes les mieux placés pour savoir ce que les patients viennent chercher dans les pharmacies. Puis vous savez maintenant, en tout cas, qu'une aiguille plus courte, ça ne veut pas dire un moins bon contrôle. Okay? Fait que ça, c'est important, la longueur d'aiguille à considérer. Si vous avez quelqu'un qui est mince, une personne âgée qui est plus frêle, puis qu'on la voit avec son affaire, des fois, on a des patients, c'est impossible de penser ça ne rentre pas dans un muscle à quelque part à leur voir le gabarit. Là. Fait que c'est de raccourcir, c'est vraiment une bonne idée de le faire. Il y a des 5, il y a des 4. Même quelqu'un qui dit il y a des gens qui essayent les 4, ils me disent ben, moi, je ne fais pas confiance à ça, c'est trop court. On négocie la 6 ou la 5 à la limite, mais tout est mieux que 8. Là. Quand on rentre l'aiguille, ça c'est une source vraiment commune de patients qui nous disent mon aiguille, mais j'ai tombé sur une bâche d'aiguille bouchée, là, ça ne marche pas moi quand je me pique. Mais l'aiguille, il faut qu'elle rentre de façon, il faut que ce soit droit. Si ça rentre en angle, l'aiguille qui est à l'intérieur de votre aiguille, dans le fond celle qui vient percer le capuchon de caoutchouc, quand vous allez remettre l'aiguille droite pour visser, ça va crocher. Là. Fait que ça ne rentre pas l'insuline quand on arrive pour injecter. On entend des histoires d'aiguilles bouchées à répétition, puis souvent, les patients corrigent ça, puis ça se coule, leurs aiguilles sont toutes correctes. Fait que ça, il faut vraiment faire attention à ça. Fait que, puis c'est machinal avec le temps. Les patients qui s'injectent 4 fois par jour, ils ne prennent pas 5 minutes à préparer leur injection à chaque fois. Fait, mais c'est de leur rappeler que ça peut être une source d'erreur, ça peut jouer. Okay? Fait que ça, c'est la première des choses. Ensuite, la façon de brasser l'insuline. Ça, c'est selon fit, là, vraiment. Fait que ce qu'on est supposé faire idéalement, c'est rouler l'insuline entre les mains pour décoller les particules de la paroi, puis ensuite l'inverser au moins une dizaine de fois jusqu'à ce que l'insuline soit toute laiteuse. Ça, c'est évidemment seulement pour la NPH ou les prémélanges, là, les ultra-rapides, puis les analogues, on n'a pas besoin de faire ça. Le vide d'air, ça c'est une autre étape qui est escamotée beaucoup. Les patients vont dire ah ben non, mais moi je le fais juste quand je mets ma cartouche. T'sais. Mais chaque aiguille que vous mettez au bout de votre stylo contient de l'air. Fait que si vous ne sortez pas cet air-là, je leur dis vous allez vous l'injecter. Là, ils disent moi, je vais faire une embolie pulmonaire là-dessus. Non, peut-être pas. Mais quand même, quelqu'un qui prend 72 unités dans sa journée, ça fait peut-être pas une si grosse différence, mais quelqu'un qui prend 4 à 6 unités par repas, ben là, il perd quand même une bonne partie de sa dose. Fait que ça, c'est important vraiment de le faire à chaque fois, de réviser. C'est vraiment le brassage, puis le vide d'air, c'est les étapes qui sont le plus souvent sautées. Ça va vite, là, puis c'est ça. Donc, nous, on dit, s'écrit 2, souvent avec 1, ils s'en sortent, mais ce qu'il faut s'assurer, des fois, les gens vont dire, mais juste quand je visse mon aiguille au bout, des fois, je vois une petite goutte. Ouais, mais on veut s'assurer que vraiment le vide d'air est bien fait, fait qu'on met au moins à 1, puis quand on a l'insuline qui sort, on sait que le vide d'air est fait. L'autre étape à laquelle il faut faire attention, c'est d'attendre, c'est 10 secondes vraiment qu'on est supposé d'attendre une fois qu'on a atteint le 0 sur notre piston avant de retirer l'aiguille. Des fois, les gens vont vite, puis ils n'attendent pas tout à fait 10 secondes, fait qu'ils ressortent, puis le piston en haut, il est à 0, mais l'aiguille, le piston d'en bas, là, si je peux dire ça comme ça, il n'a pas fini de pousser l'insuline, fait qu'ils vont avoir des pertes. Ils me disent, ah, mais moi, il me reste des fois de l'insuline au bout.
de mon aiguille quand je finis de le piquer, ben, il y en manque à l'intérieur. OK? Fait qu'il faut faire attention à ça. OK? Au niveau du matériel, je ne sais pas à quel point c'est vous qui faites le choix du matériel quand le patient vient à la pharmacie, tout ça. Là, ça peut différer d'une pharmacie à l'autre, j'imagine. En tout cas, moi, ce que je vois en clinique, c'est qu'on n'est pas très fort, à chaque fois qu'en général, sur les pré-remplis. Je ne sais pas si on a une mentalité écologique ou pas, puis je ne sais pas dans vos milieux ce que vous voyez. Mais il faut les considérer quand même, les pré-remplis, c'est ça que je veux dire. Pour certaines parties de notre clientèle, c'est compliqué de penser à mettre une cartouche. Okay? Puis, des fois, c'est juste une étape de plus, ça peut être épeurant encore plus. Des fois, pour une amorce d'insuline, ça peut avoir la moins épeurant de partir avec un pré-rempli parce qu'on part avec ça, puis c'est juste une étape de moins. Okay? Fait qu'il faut considérer ça. Ils se font dans la plupart des en fait, pour les ultra rapides, ils se font dans toutes les marques. Puis ils se font pour la Lantus, il y en a un, la Levemir aussi. Là. Fait que, puis dépendamment des stylos, faut tenir compte aussi du stylo, je pense, quand on voit un patient, quand il vient en clinique. Je devance un petit peu ce que je voulais vous dire tout à l'heure, mais quand on soit une prescription d'insuline NPH, l'NPH, c'est le nom générique de l'insuline, dans le fond. Fait que si vous avez l'impression, le stylo de Novo Nordisk, là, puis c'est pas parce que Novo n'est pas là ce soir que je dis ça, là, parce que pour moi, il n'y a pas de différence, mais le stylo de Novo, je ne sais pas si vous êtes familier, mais il faut tirer dessus pour pouvoir sélectionner la dose. Il y a des patients chez qui ça ne marche pas, cette étape-là. C'est comme si le stylo ne marche pas, ils ne se rendent pas dans la tête qu'il faut juste tirer dessus. Puis, fait que si, des fois, on voit quelqu'un chez qui ça a l'air challengeant un peu là, au niveau cognitif, le moins d'étapes possible. Fait qu'un pré-rempli, ça peut être une bonne affaire, ou d'aller avec un stylo. S'il y en a que les plus jeunes, une couleur, le fun, bon. Fait que des fois, c'est des choses un petit peu plus anecdotiques qu'il faut considérer. La bonne compagnie, avec la bonne insuline, avec le bon stylo, des stylos, des Luxura avec des cartouches de Lantus, on en voit régulièrement dans nos bureaux. C'est pas la même compagnie. Fait que ça c'est pas fait pour aller ensemble. Ça se peut que ça marche, mais non, c'est ça. Mais en fait, ça l'est. En forçant, ça visse, mais on n'a pas de démonstration qu'on donne ce qu'on pense qu'on donne. Puis ça, on le voit vraiment souvent. Il faut faire attention à ça. Puis vraiment, vraiment régulièrement, j'en ai des patients dans le bureau. Il me semblait que ça rentrait pas bien, mais c'est ça. Fait que faites attention à ça, là, si jamais ça vous passe sous le nez. Puis c'est ça. Ce que je disais, c'est que l'insuline NPH, c'est le nom générique. Faites de choisir le stylo qui vous semble des fois le plus facile pour le patient. Si un pré-rempli, ça peut être une bonne option, bien, à ce moment-là, ça va être plus Lilly parce que Novo ne fait pas le pré-rempli, mais sinon, c'est d'aller vers ce qui vous pouvez faire une fois un, une fois l'autre aussi, si vous voulez être équitable envers tout le monde. Non, mais tu sais. Ce qui joue aussi. Non, mais c'est vrai. Il y a des médecins qui prescrivent comme ça. Je suis rendue à qui, là? Je suis rendue à l'autre. Donc, au niveau de l'insuline, ce qui est assez... Oui, c'est ça, éventuellement. Ce qui va jouer aussi, c'est assez récent qu'on entend parler de l'absorption d'insuline autant, mais depuis 2 ans environ, 2-3 ans, je vous dirais, on met beaucoup l'accent sur ce qu'on appelle la lipohypertrophie. Fait que la lipohypertrophie, ce que c'est dans le fond... en fait, vous avez peut-être déjà vu de la lipoatrophie, c'est environ 1% de la population, on ne voit vraiment pas ça souvent, c'était avec les vieilles insulines, ça faisait des creux dans la peau aux endroits où on injectait souvent l'insuline. Moi, j'ai une patiente qui se donne de l'insuline dans les creux pour remplir le trou. Mais ce qu'on va voir le plus souvent, en fait, c'est des bosses, puis des fois c'est des bosses, des fois c'est pas nécessairement visible, mais les patients vont ressentir des bosses à la palpation. Puis c'est quand ils surutilisent un site, dans le fond, ils vont donner l'insuline souvent au même endroit, par réflexe. Chantal disait que c'est le seul mouvement qu'il est capable de faire, là. Mais souvent, par habitude, ils ne se rappellent pas la fois d'avant où est-ce qu'ils se sont piqués, tout ça, fait qu'ils vont aller toujours au même endroit, puis ça devient confortable. À un moment donné, ça fait même plus mal quand on se pique là, parce que c'est tellement atrophié, là. Donc, on voit ça chez les patients, beaucoup qui sont à l'insuline depuis plusieurs années. Puis, ce qu'on sait maintenant, en fait, c'est que ça a un effet beaucoup sur l'absorption d'insuline et donc sur notre contrôle glycémique. Okay? Ce que ça fait, chez nos patients qui admettent avoir une hypohypertrophie, on voit jusqu'à 49, mais en fait, jusqu'à presque 50% de variabilité de la glycémie, contre moins de 10% chez les patients qui n'ont pas de hypohypertrophie. Donc, c'est comme 7 fois plus là, de variabilité chez les patients qui admettent eux-mêmes avoir de l'hypohypertrophie. Puis l'autre chose, c'est qu'ils ont 6 fois plus d'hypoglycémie inexpliquée, ces gens-là. Fait que, théoriquement, ils voient une hypoglycémie, puis Chantal disait qu'il faut savoir d'où ça vient l'hypoglycémie, mais eux, ils ne savent pas pourquoi ils ont fait une hypoglycémie cette fois-là. Puis c'est probablement juste parce que l'insuline n'est pas absorbée de façon égale. Fait que des fois, ils pensent donner 12 unités, par exemple, mais ils reçoivent 6. Fait que la fois d'après, là, ils sont hauts. Fait que la fois d'après, ils augmentent leur insuline. Puis là, oups, mais là, elle rentre dans un site sain, l'insuline, puis là, la glycémie descend. Donc, fait qu'il faut faire attention à ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça retarde l'absorption. Oups, ça, je t'allais trop vite. Ça retarde l'absorption de l'insuline d'à peu près 25%. Puis les gens vont avoir
jusqu'à une vingtaine d'unités de plus des fois par jour. Chez nos types 2, là, on voit jusqu'à des fois 20% de plus d'insuline chez des gens qui ont de l'hypohypertrophie que chez des gens qui n'en ont pas à poids égal. C'est sûr que c'est difficile de savoir exactement combien cette personne-là, ces deux personnes pareilles n'ont pas nécessairement les mêmes besoins en insuline, là, mais ils ont vraiment des plus grosses doses d'insuline à poids égal et tout ça. Ce qu'on pense qui arrive, d'où ça vient la lipohypertrophie, on sait que c'est relié à l'insuline. Donc théoriquement, avec les GLP-1, il n'y a pas de problème de lipohypertrophie. Pourquoi? Parce que l'insuline est un facteur de croissance. Quand on crée une espèce de réaction inflammatoire parce qu'on fait un trauma au niveau de la peau, l'insuline est la régénération des tissus se fait en présence d'un facteur de croissance. Donc, ça fait une espèce de régénération des adipocytes qui est un peu aléatoire. Puis, ça fait des cellules des fois grosses, des fois petites. Puis, ça fait un tissu très, très inégal. On le voit des fois, j'ai vu des espèces d'images échographiques, là, puis c'est vraiment un tissu qui est disparate. C'est pas égal. Puis, évidemment, le traumatisme, plus on revient à la même place souvent, au niveau du traumatisme, il faut tenir compte des patients qui réutilisent leurs aiguilles. Vous avez sûrement déjà vu là, la photo là, de l'aiguille neuve versus l'aiguille utilisée 2 fois versus, je pense, 6 fois, là, où l'aiguille elle a l'air d'une râpe à fromage, là, la 6e fois. T'sais. Puis, ça fait qu'on s'imagine le trauma que ça fait au tissu, là, les micro-traumas, dans le fond, ça fait au tissu de la peau, puis donc l'inflammation encore là, puis potentiel de l'hypohypertrophie. Oups, pardon. Donc, les patients, on leur enseigne de plus en plus à faire attention à ça. Nous, en clinique, puis les infirmières en estrie, je vous dirais, sont assez sensibilisées à ça de plus en plus. On leur dit, regardez, c'est pas un two-pack là, qui vient de vous pousser sur le ventre, malheureusement. Non, mais il y en a qui sont vraiment contents. Mais non, c'est pas ça. Fait que, des fois, ils vont peut-être s'en faire, ils vont jusqu'à 6 places se faire un 6-pack. Mais, tu sais, des fois, ils ont vraiment une bosse. C'est surprenant comment. J'en ai vu une autre fois. Elle avait une affaire, c'est une bosse, c'est gros de même sur le dessus de la cuisse, tu sais. Puis elle n'allume pas, là, qu'il y a quelque chose de pas correct avec ça. Fait que des fois, ils savent, mais pour eux, c'est ah, mais oui, mais cet endroit-là, il fait pas mal. Puis je me dis, si je me pique là, je n'aurais pas de bosse ailleurs, tu sais. Bon, ils ont leur logique, là. Mais, fait que des fois, vraiment, à l'œil nu, ça se voit. Des fois, ça se voit pas. Quelqu'un qui vous dit, ah, mais ça, j'ai des bosses quand je me pique, ou tu sais, les endroits où je me pique, j'ai des bosses, bien, déjà là, on dit, ben, piquez-vous pas là. Quand on dit, sur la dernière image aussi, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un qu'on ne le sent pas nécessairement, mais on peut supposer que cette personne-là s'est piquée plus à gauche. Puis quand elle pince le tissu adipeux à gauche, mais ça ne se rejoint pas, c'est un tissu qui est beaucoup plus dense que de l'autre côté. Okay? Les gens chez qui on va soupçonner de la lipohypertrophie aussi, sans même les toucher, des fois, c'est qu'ils disent, mais quand je rentre mon aiguille, ça ne rentre pas bien. Ou quand j'essaie de rentrer mon insuline, ça me prend 2 mains, tu sais. Ben là, ça prend 2 pouces là, pour rentrer l'insuline, il y a quelque chose au niveau. Tu sais, que ce soit de la lipohypertrophie ou pas, mais là, ça ne rentre pas. C'est sûr que l'insuline ne sera pas bien absorbée. Fait qu'il faut faire attention vraiment à ça. Une fois qu'on sait qu'un patient a de la lipohypertrophie, c'est sûr que vous ne ferez pas ça dans l'allée de la pharmacie, là, mais tu sais, si un patient vous met la puce à l'oreille, ce qu'on leur dit, c'est évidemment, ben, on ne pique plus là, on change de site. Des fois, on va vraiment leur dire, ben, si vous changez de site puis que ça faisait quelques semaines que vous piquiez juste là, on va baisser les doses d'insuline, des fois de 25% quand on passe à un site 5, parce que tout d'un coup, l'insuline, elle va faire l'effet qu'on veut. Il y a eu des histoires d'horreur de patients dont les doses n'ont pas été diminuées, qui ont fait des hypos sévères pendant la nuit suivante, là, parce que tout d'un coup, toute l'insuline était absorbée. Fait moi, je leur dis toujours, peut-être qu'on la baisse pour rien, votre insuline, puis on la remonte, mais j'aime mieux, on est sécuritaire, puis on aime mieux pas trop on la descend tout d'un coup pour éviter les hypoglycémies. Évidemment, les jours d'après, surtout quelqu'un qui est à 4 injections, on vérifie régulièrement la glycémie pour qu'on voit un peu, en changeant de site, ça nous donne quoi. Une fois qu'on sait que notre insuline passe, ça nous donne quoi au niveau de la glycémie, puis est-ce que souvent il y a des ajustements de dose qui vont être à faire. La rotation aussi, les patients, on leur dit, est-ce que vous changez de place? Oui. Vous piquez où? À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça, c'est la rotation. OK? Fait que des fois, tu sais, de réviser un petit peu, pas juste dire est-ce que vous changez de place? Oui, ils vont tous dire oui, tu sais, mais il faut réviser à quel point ils changent de place. Puis la longueur de l'aiguille, bien, si on change, admettons quelqu'un qui a beaucoup d'hypohypertrophie au niveau du ventre, puis qui décide qu'il va se piquer au niveau des bras, on s'entend qu'il y a souvent beaucoup moins de tissu adipeux au niveau du bras, fait qu'il faut raccourcir beaucoup la longueur des aiguilles, vraiment. Puis même les cuisses, la plupart des gens sur les cuisses, les hommes encore plus que les femmes, il n'y a pas épais de gras au niveau des cuisses, il faut faire attention. Quelqu'un qui a une 8 mm qui se pique au niveau des cuisses, c'est presque garanti qu'il y a une injection intramusculaire. Fait qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Pour votre connaissance personnelle, c'est pas dans ma présentation, mais on n'enseigne plus vraiment aux patients qui commencent l'insuline de s'injecter dans les bras. Parce que c'est un site qui est trop difficile à rejoindre quand on s'auto-injecte. Dans le fond, les bras, il faut piquer en arrière. Puis la majorité des gens,
surtout si vous imaginez quelqu'un avec un surplus de poids, se rendre ici, là, ça marche pas. Puis en plus, quand il se rend, ça bouge, il faut qu'il aille peser sur le... T'sais. Fait que c'est vraiment, moi, à la limite, ceux qui insistent pour dire, ben moi, je vais utiliser mes bras, je leur dis, ben allez-y par en dessous parce que vous êtes sûr d'aller à la bonne place. Parce que souvent, ils vont commencer, ils sont pleins de bonne volonté, ils commencent, ils s'injectent à la bonne place, mais à un moment donné, par habitude, par paresse, peu importe, ils se piquent ici. Là. Puis là, ça fait un insuliniceps. Moi, je leur dis ça. Je dis, vous avez un insuliniceps sur le bras. Mais vraiment, là, on le voit, c'est flagrant, là, des fois, les gens. Puis sur le bras, la rotation est beaucoup moins grande aussi, là, parce que, à moins qu'ils décident d'aller se piquer ici, là, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi. Mais fait qu'il faut faire attention, réduire la longueur d'aiguille pour les membres. Théoriquement, sur les membres, on devrait être à 4 mm, idéalement 5. Si quelqu'un qui se pique avec une 6 mm au niveau des membres, on va même recommander de faire un pli cutané, souvent, pour être sûr de ne pas aller dans l'intromusculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, faire la rotation des points d'injection? Nous, on est très, au centre de diabète, on est très porté sur le ventre parce qu'on trouve que c'est un endroit où il y a de la place. D'habitude, les patients vont dire, oh, oui, c'est vrai, il y a de la place. Si c'est un patient de Chantal, il va dire, oui, il y a de la place. Non, mais sur le ventre, il y a de la place. Moi, je leur dis, vous pouvez aller d'une couture à l'autre. Théoriquement, il y a de la place partout. Le ventre, c'est pas... Les gens, ce qu'ils retiennent, c'est qu'il ne faut pas que je m'injecte trop proche du nombril. Fait qu'ils se piquent autour du nombril, mais ils se piquent juste autour du nombril. Fait que vraiment, le ventre, c'est tout le ventre. Fait que même si on a 3-4 injections par jour, bien, sur le ventre, on est capable de donner toutes nos injections habituellement, il n'y a pas de problème. Les cuisses, c'est le dessus, le côté, l'extérieur. Les fesses, dans le fond, c'est tout le temps les fesses, là, c'est le flanc arrière, à mon avis, là, puis le derrière des bras, comme vous voyez, c'est vraiment en arrière. Fait qu'une fois qu'on a choisi un endroit pour se piquer, ce qu'on recommande idéalement pour les gens qui sont capables cognitivement, parce que c'est quand même assez compliqué cette méthode-là, mais c'est de diviser la région, par exemple le ventre, en 4 cadrans, puis on dit, vous prenez une semaine le cadran 1, admettons, une semaine le cadran 2, une semaine le cadran 3, une semaine le cadran 4, puis pendant une semaine, vous tournez dans ce point-là. Fait que même si vous êtes toujours à la même place ou à peu près, bien après, pendant 3 semaines, vous ne toucherez pas, fait que c'est pas très grave, ça va avoir le temps de guérir. Okay? Sauf que, sérieusement, pour en voir du monde, l'avoir enseigné quelquefois, c'est comme compliqué quand même, ça, cette espèce de schéma-là, avec les chiffres, tout ça. Fait que des fois, ce qu'on va dire, ben, faites une semaine à droite, faites une semaine à gauche, déjà là, c'est un peu moins compliqué. Puis ensuite, c'est ça, on choisit une région, puis on tourne dans cette région-là. Okay? Des fois, ce qu'on va donner, le truc que j'aime bien chez quelqu'un qui est capable de le comprendre, c'est de dire, on part de la semaine dans le milieu, puis plus la semaine avance, on se tasse vers l'extérieur. Fait que théoriquement, si je suis lundi, je devrais être à peu près ici, puis si je suis jeudi, je devrais être un peu plus loin. Fait que même si je ne me rappelle pas où est-ce que je me suis piqué la fois d'avant, ben, à peu près où est-ce que je suis dans la semaine, ça peut m'aider. Puis plus la journée avance, plus je descends. Okay? Fait que ça, c'est évidemment chez quelqu'un qui a un abdomen où il y a de la place, puis qui n'a pas de problème, pas de vergeture, pas de... Bon, mais des fois, c'est un bon truc pour certaines personnes. Ce qui est important, c'est de ne pas juste leur dire de changer de place. Parce que s'ils n'ont pas de schéma dans leur tête, ils vont finir par revenir toujours à la même place. Quelqu'un qui a 4 injections par jour ne se rappelle pas où est-ce qu'il s'est piqué les 4 dernières fois. C'est sûr, c'est impossible. T'sais. Donc, idéalement, c'est de leur dire, bien, choisissez. Il y en a, moi, j'ai une patiente qui fait les lettres de l'alphabet. Fait qu'une journée, elle fait A, une journée, elle fait B. Peu importe, là, mais d'avoir... Moi, je leur dis, choisissez-vous un dessin dans votre tête et essayez de vous... Il y en a qui font une spirale, peu importe. 1 centimètre, c'est-tu assez? Oui, on va dire la largeur d'un doigt, à peu près. Mais encore là, il faut qu'ils se rappellent où ils sont piqués la fois d'avant. Mais c'est ça. Mais oui, à peu près, on dit à peu près 1 centimètre. Puis comme les gens qui divisent leur injection en deux, on va leur dire de peu près 1 centimètre. Est-ce qu'on peut alterner ventre, cuisse ou si on choisit le ventre, c'est le ventre? Puis si on peut... Ben, moi, également, je leur dis, essayez au moins de garder la même insuline à la même place. Parce que, tu sais, s'ils donnent leur ultra-rapide une fois sur le ventre, puis mettons le matin, des fois c'est sur le ventre, des fois c'est sur la cuisse, l'absorption, la vitesse d'absorption varie un petit peu. Fait qu'au moins, l'injection du matin est toujours à la même place, c'est du midi. Oui? Tout ça paraît simple, mais... Mais ça ne l'est pas tant que ça, non, mais je sais. Non, mais j'ai l'impression de travailler avec de plus en plus de gens qui ont des troubles cognitifs. Oui. Où on leur dit, un comprimé 3 fois par jour, des fois ça devient compliqué. Oui, tout à fait. Comment vous gérez ce genre de situation-là chez monsieur ou madame qui commence à être en perte cognitive, puis là, ça devient vraiment compliqué? Bien, souvent, il va avec... Des fois, on essaie de mettre les membres de la famille en contribution quand on peut, là. Ça c'est quelque chose, parce qu'en plus, souvent, le conjoint ou la conjointe va être capable d'atteindre des endroits que la personne elle-même, tu sais, des fois, moi j'ai un patient justement, des fois c'est lui qui explique, des fois c'est sa conjointe, mais au moins, je sais qu'il y a une variation dans les sites, parce que lui, il n'est pas capable d'aller expliquer ici, ni ici. Fait qu'elle, il change. Okay. Fait que ça, il y a ça. Puis des fois, ça va être juste de dire, ben là, voyez-vous, cet endroit-là, vous ne touchez plus, là. Fait que c'est de mettre des zones exclues, là, en guillemets, tu sais. Mais on y va avec le... Puis tu sais, des fois, c'est... C'est avec l'aidant. Oui, mais puis des fois, on y va avec ce qu'on peut, la personne qui est devant nous, puis on se dit, bon, ben, vienne que pourra, mais on essaie d'être sécuritaire à ce moment-là. On y va avec
c'est quelqu'un qui est très variable dans son insuline, puis je sais pas ce qu'il fait vraiment à la maison, puis je sais pas s'il est fiable, mais je vais me dire, je vais essayer qu'il fasse pas d'hypoglycémie, tu sais, puis on va comme ça. OK. Oui. Puis ça, là, est-ce que ça existe en outil qu'on peut donner aux patients? Oui, oui. Oui. J'en ai devant moi. J'ai pas regardé ce que j'avais devant moi. J'en ai devant moi? Non, mais quand tu vas réviser. Ah, j'en ai devant moi. Si tu prends les petites tablettes qui sont à ta droite, justement pour la pharmacie, Ça? les petites. Ah, les petites. Les petites à l'endos. Je suis pas une bonne employée de bébé, hein. Je sais pas, mais. Ben là, Ah, vous en avez, ça. ça. Mais tu y viens tantôt. Oui, mais je vais y venir tantôt, effectivement. Mais c'est une bonne question. Mais je savais pas, mais j'ai pas le verso, Bon, mais c'est pas tout seul. c'est pour ça. Donc, le meilleur moyen de prévenir la lipohypertrophie, c'est dans le fond de faire une rotation des sites, et de l'enseigner dès le départ comme il faut. C'est sûr que quelqu'un, ça fait 25 ans qui s'injecte à l'insuline 4 fois par jour, il y a des chances que ça finisse par arriver. De toute façon, on peut pas. Je veux pas, avec toute la bonne volonté du monde, ils finissent par préférer certains sites, par habitude, par revenir à certains endroits. Fait qu'on essaye de leur montrer au moins à bien changer de site. Le changement des aiguilles, si vous avez un patient que ça fait 6 mois qu'il n'est pas venu chercher une boîte d'aiguilles et qui est à 4 injections par jour, ben c'est pas sa voisine qui est en spécial. Qui ne chante pas d'aiguille? Ah oui. Oui, il y en a encore beaucoup. Oui. Ce qu'on voit le plus souvent, je vous dirais, là, facilement la moitié. Facilement. Puis souvent, ils vont dire, ben moi je change, mais quand je change de cartouche, quand ils prennent 80 unités par jour, c'est une chose, mais quand ils en prennent 22 le soir, c'est un peu tendance. Fait que, mais vraiment, beaucoup. Puis ils se disent, ouais, mais des fois, ils vont dire, je change quand ça fait mal. Ouais. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est quelque chose vraiment à surveiller, la réutilisation des aiguilles. Des fois, ils se disent, ah, ben je vais finir, là, quand ça va faire mal, je vais changer. Puis là, mais quand je vais chercher ma prochaine boîte, là, je te dis, je vais changer à toutes les fois. Fait que, bon. L'autre chose, c'est que les patients, c'est les mieux placés pour s'auto-examiner. La lipohypertrophie, dans le fond, c'est eux qui peuvent la trouver. Souvent, ils nous rapportent qu'ils en ont trouvé, ils en ont vu. Moi, je leur dis, vérifiez toujours. Dans le fond, la façon de s'assurer d'injecter dans un bon endroit, c'est toujours se passer la main que vous allez piquer avant. S'il y a une bosse, si vous sentez quelque chose qui ne marche pas, bien, vous ne piquez même pas là. Puis des fois, je vais leur dire, si vous rentrez et que ça ne rentre pas, mais vous changez de place. Okay? C'est ça, c'est vraiment, encore là, c'est sûr. Mais c'est de les autres, eux, ils se voient à tous les jours, ils prennent leur douche, des fois, ils se lavent. Des fois ils se lavent. Fait qu'ils sont supposés, des fois, de se palper un peu. C'est ça. Puis l'autre chose, c'est de réutiliser les aiguilles, mais aussi les patients qui font, ils se donnent, admettons, 120, puis là, ils se mettent 60, ils restent là, ils recrinquent le stylo, 60. Puis ils redonnent, tu sais, un autre, ils donnent 120, mais tu sais, ça bouge, ça. Mais puis ça, c'est des choses qu'on voit, là, vraiment, tu sais. Fait que de changer de site, là, tu sais, on recrinque pas le stylo quand il est là. Quand je vous dis qu'il y a des sources d'erreur infinies, là, dans l'injection d'insuline, les gens, ils ont de l'imagination. Donc, si on revient à notre patient, bon, l'alcool, Chantal en a glissé un mot, fait que je ne reviendrai pas là-dessus, mais 4 injections par jour, donc, il faut vérifier s'ils se les donnent les 4, OK? Il y a beaucoup de gens sous 4 injections qui en ont une dans la journée parce que les personnes retraitées qui sont très, très occupées, il y en a là, qui sont encore plus occupées dans leur vie de retraité que dans leur vie de travailleur. Ils sont jamais à la maison le midi, mais ils traînent. Oh, mais c'était pas prévu que j'allais pas manger à la maison, que j'ai pas traîné mon stylo. T'sais, souvent, ils se donnent pas leur injection d'insuline. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un facteur important. Les hypos, les hyperglycémies, il faut faire attention, c'est ça. Qu'est-ce qui les a causés? Est-ce qu'ils ont mangé? Tout ça. Mais aussi, au niveau de la lipohypertrophie, valider s'il y en a. La bosse, lui, on sait qu'il y en a. Fait que ça, c'est vraiment un cas comme ça. C'est vraiment un patient que, quand je change de site, j'aurais tendance, il ne prend déjà pas des grosses doses, mais j'aurais tendance à baisser de 20-25% facilement ces doses d'insuline partout, là, pour être sûr qu'on n'a pas de bad luck. Surtout qu'il fait déjà des hypoglycémies. Une aiguille 8 mm dans le bras, en plus, probablement, qui s'injecte. Quand il passe à travers sa lipohypertrophie, puis ça me fait penser, j'ai une anecdote par rapport à ça. J'ai déjà quelqu'un qui avait des 6 mm, puis il changeait à des 12, puis là, tout d'un coup, il avait l'impression que ça marchait mieux, les 12 mm. Mais j'ai l'impression qu'il passait, moi, notre hypothèse de travail, c'était qu'il passait en dessous de sa lipohypertrophie, qui est plus creux. Donc là, d'un coup, son insuline faisait. C'est un peu triste, hein, mais c'est ça. Quelqu'un qui ne change pas ses lancettes aussi, nous, on insiste moins là-dessus. Quand on a quelqu'un dans notre bureau qui ne change pas ses aiguilles d'insuline, ma bataille, ça va être sur l'aiguille d'insuline, ça ne sera pas sur les lancettes dans le glucomètre, parce que théoriquement, ça ne changera pas ma glycémie. C'est sûr qu'à long terme, j'ai un patient qui, ça faisait 5 ans qu'il était diabétique, qui m'a dit, je ne savais même pas que ça change. Bon, OK. Mais, c'est important de la changer, mais ça n'influera pas sur le contrôle autant. Fait que la première bataille
avec laquelle faire face, c'est vraiment les aiguilles d'insuline. Les lancettes en deuxième, c'est sûr que c'est important aussi. Puis les bandelettes expirées, moi ça me surprend qu'ils fassent autant de tests et qu'il y ait des bandelettes expirées, mais il faut faire attention à ça, la conservation des bandelettes aussi. Des fois, quelqu'un qui du jour au lendemain a des glycémies très élevées, ben, on va changer de boîte de bandelettes, puis on va voir si ça se replace aussi. Ça, c'est important. Donc, c'est pas les bandelettes, c'est l'appareil qui est pas bon. Oui, l'appareil aussi qui est pas bon. J'en ai 5 chez nous. J'en ai un qui me dit 13, l'autre qui me dit 13,4. Oui, ça aussi, on a ça. J'ai lu quelque part que le diabétique voyait avec 6 appareils glycémie. Ça vous épouvantable. Oui, non, c'est ça. J'imagine que vous êtes les moins surpris de ça. Parce que j'en sais que oui, c'est ça. C'est à cause des compagnies un peu. Ils sont responsables de ça. Oh, oui. Les gens. Ah oui, avec les publicités et tout ça, là, oui. Effectivement. Fait qu'en résumé, l'alimentation, les activités physiques, l'insuline, puis au niveau de l'insuline, la technique, c'est jamais assez révisé, la technique. Des fois, les gens, ça fait des années qu'ils s'injectent. Tu sais, je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois que le patient a sa prescription, mais une fois de temps en temps, si vous avez la chance de vous mettre le nez là-dedans, de vérifier comment le patient s'injecte, puis de valider que l'insuline a l'air d'être bien absorbée aussi. Que, dans le fond, moi, je leur dis, vous vous donnez la peine de vous donner une injection d'insuline, ça vaut la peine que vous receviez ce que vous pensez que vous vous donnez, au moins. Il faut faire attention, les patients qui sont le plus à risque de faire de la lipohypertrophie, c'est les patients que ça fait le plus longtemps qu'ils sont à l'insuline. Quelqu'un qui dit, voyons, je comprends pas, depuis quelques semaines, tout ce que je fais, c'est que j'augmente mes doses d'insuline, je vois aucune différence. D'ailleurs, j'en vois un patient qui m'a appelé cet après-midi exactement pour ça, il vient me voir la semaine prochaine. J'ai dit, là, je suis pas sûre, moi, que, tu sais, quand on monte les doses comme ça, il passe 90 à 120 TID, puis il voit aucune différence dans ses glycémies, il y a quelque chose qui marche pas au niveau de l'absorption, probablement, on va vérifier. Mais c'est ça. Puis quelqu'un qui varie entre 2 et 22 tout le temps, il y a quelque chose au niveau de l'absorption d'insuline souvent aussi, à moins que, c'est sûr qu'un diabétique type 1 va être un peu plus labile qu'un diabétique de type 2, là, mais des fois, il y a d'autres choses. Quelqu'un qui dit, moi, je sens absolument rien quand je m'injecte, justement, parce que je vais toujours là parce que ça me fait pas mal. Faut faire attention. Les fuites d'insuline, comme je disais tout à l'heure. En fait, quelqu'un qui rapporte qu'une injection d'insuline ne se passe pas comme il faut, il faut penser à réviser la technique, c'est important. Okay? Fait que, dans le fond, ce dont Annie vous parlait, c'est des petits pads que je ne sais pas s'ils sont disponibles partout ou pas encore. Ou... Il y en a assez pour tout le monde. Vous pouvez partir avec ce soir, mais c'est des petits pads que vous pouvez laisser traîner si vous voulez dans votre salle d'attente. Puis ça dit, dans le fond, est-ce que vous vous injectez régulièrement au même endroit? Est-ce que vous avez des bosses? Est-ce que ça fait mal des fois quand vous vous injectez? Puis dans le fond, ce que ça dit, c'est si le patient coche oui, il y a une petite révision rapide des points les plus escamotés au niveau de la technique en arrière. Puis ça dit, bien, consultez votre éducateur en diabète ou votre infirmière en diabète, peu importe, pour une révision de... Fait que ça peut mettre la puce à l'oreille des gens aussi, des fois qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de la façon dont ils s'injectent. Oups. Fait que c'est ça. Puis derrière, c'est ça, vous avez le petit schéma sur les sites d'injection. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est vérifier la longueur d'aiguille, évidemment, vérifier qu'il les renouvelle de temps en temps. Puis c'est ça. Puis avec le petit papier, au niveau de... Si jamais vous êtes curieux de voir, si vous n'avez jamais vu ça, vraiment une lipohypertrophie, il y a des petites boîtes en avant, là, vous pouvez venir voir. Vous êtes supposé de trouver 4 bosses dans la boîte. Il y en a une qui est plus évidente que les autres. Je ne sais pas si vous la voyez. Même dans le fond de la salle, on la voit. Mais il y en a des gens comme ça. Puis dans le fond, ça aide un peu à sensibiliser des fois à ce qu'on peut trouver, les gens, à quoi ça peut ressembler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est pas évident comme ça non plus. Il y a des gens chez qui, moi, je suspecte, des fois, j'en vois, puis je dis, ben moi, je dirais, tu sais, quelqu'un qui me dit, ben ça fait 10, 15 ans que je suis diabétique, puis il me semble que mes glycémies vont pas bien, mais c'est toujours injecté dans le même coin. On sent rien, mais moi, souvent, je dis, ben pour moi, il y a peut-être une petite affaire, mais c'est diffus, tu sais, tout le tissu est rendu un peu, tu sais... C'est uniforme tellement que... Oui, non, mais c'est ça, probablement, tu sais, c'est tout. Fait que je dis, changez donc de coin, on va voir ce que ça donne. T'sais, puis des fois, ça change rien, mais des fois, ça aide. Là. Fait que ça peut vous donner une idée de ce qu'on recherche chez certains patients. Voilà les références. Puis, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu la chaîne de froid et de chaud pour les insulines? L'insuline n'est pas bonne, rendue à quel degré? Bien, en fait, la conservation, c'est vraiment idéalement, c'est frigo. Moi, je dois. On le sort avant pour l'injecter? Oui, mais pas nécessairement. Ça va être plus confortable. En fait, ça va être plus dur à mélanger si c'est froid, mais c'est des fois, s'ils oublient, ils peuvent s'injecter quand même. C'est juste qu'ils vont sentir. Pour le voyage? Les voyages. Combien de temps on peut garder une insuline sur soi? Bien, un mois. Température de la pièce, les lumières, c'est 42 jours. Mais pas nécessairement sur la chaleur de notre corps, j'imagine? Non, mais en même temps, moi, je vous dirais température. On dit, en fait, jusqu'à 25. Je sais pas. Moi, je leur dis souvent, fiez-vous. Si vous avez chaud, votre insuline a chaud.
Il faut faire attention. Les friots, pour les gens qui partent en voyage, ça peut être une bonne option. Je me dis que vous en avez dans vos pharmacies. C'est quelque chose que moi, je leur recommande souvent, parce que c'est pas un frigo, ça la garde fraîche dans le fond. Puis l'été, quand on va dans une automobile, est-ce que... On sort l'insuline de l'auto. On sort de l'auto, puis si on oublie, disons, 4 heures, l'insuline dans l'auto est plus bonne? Mais je sais pas, qu'est-ce que tu dis, Chantal, là-dessus? En fait, dans les données là-dessus, c'est être plus bonne, c'est que plus vous la laissez longtemps, et plus la température est haute, moins qu'elle est efficace. Supposons qu'il est en voyage, puis il est obligé d'avoir l'insuline sur lui, elle est chaude, ben, durant ce voyage, il va devoir monter ses doses, son insuline va être de moins en moins efficace, c'est ce qui va arriver. Elle n'arrête pas d'être efficace. Il n'y a pas dangereux non plus. Ben, c'est juste que là, ben, qu'il y ait une nouvelle cartouche, là, il va falloir qu'il se méfie, parce que là, celle-là va être bonne, puis c'est plus ses doses qui s'est rajustée ou quoi que ce soit. Ça dépend si la nouvelle cartouche est avec les vieilles. Non, ben non, le voyage. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de degré comme 25 ou 26 degrés, où à un moment donné, ça tombe à zéro. Quelque chose de progressif, exactement. Oui, puis il y a une charte, en fait, vous l'avez sur le site du CHU, il y a une section diabète, puis il y a une section voyage là-dedans. Puis il y a une charte où ça dit à tant de degrés, combien de temps l'insuline est bonne, tout ça, tu sais, fait que ça dit. C'est comme jusqu'à 45 degrés, à part, mettons, après 5 jours, à part 20% d'efficacité. C'est pas si catastrophique que ça. Après avoir, dans la voiture, moi j'aurais tendance à dire essayez-la, puis si ne marche pas, changez-le. Oui? Une question sur les volumes d'injection. Est-ce que ça varie d'une zone à l'autre? C'est combien à peu près? En fait, au niveau ce que la littérature nous dit, c'est qu'au niveau des analogues, peu importe la dose, l'absorption ne sera pas altérée. Une question de confort à un moment donné. Le stylo de lentilles va jusqu'à 80, les autres stylos vont jusqu'à 60. Théoriquement, s'ils ne recraignent pas leur stylo à la même place, ils sont supposés de topper là. Au niveau de la MPH puis en fait, les insulines humaines, après 50, le pic d'action est décalé. Fait que c'est fait qu'on la cote est comme à 50. Des fois, pour avoir un message uniforme, on dit au patient à 50 changer de place. Peu importe la zone ou les zones? Non, ça, il n'y a pas de différence selon la zone. Puis il y a des patients qu'à 30 qui vont trouver qu'il faut changer. Fait que ça. Mais le maximum théorique, c'est 50. C'est bon? Ben voilà. Bonne fin de soirée.